Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans cette demi-journée intitulée Territorialiser l'économie circulaire, un défi pour les transitions urbaines, qui est organisée par la chaire Métro Forum de l'Université de Lille, dans le cadre de la Semaine des transitions, qui a lieu donc toute la semaine sur tous les campus et de plein d'acteurs, voilà, disciplines, initiatives différentes sur les questions des transitions. Vous pouvez trouver le site internet d'ailleurs qui détaille tous ces événements. Euh, donc, la chaire Métroforum, pour les personnes qui ne connaissent pas encore, c'est une chaire qui s'est créée il y a un peu plus de 3 ans maintenant, enfin qui en tout cas a son troisième cycle d'activité. On peut dire ça comme ça. Marc, tu redirais un petit peu quelques mots sur la chaire Métroforum, qui est labellisée chaire Objectif du développement durable, qui fait partie des 7 chaires Objectifs du développement durable de l'Université de Lille. Donc nous, c'est l'objectif, on est inscrit dans l'objectif 11 qui est ville et communauté durable. Et on fait tout un tas d'activités pluridisciplinaires, autant sur la formation que la recherche, et avec une attention particulière au lien entre science et société. Donc voilà, comme ça s'incarne encore dans cette demi-journée sur l'économie circulaire, où on a autant des chercheurs que des acteurs du territoire, voilà, pour travailler ensemble. Et donc, juste pour vous rappeler le déroulé rapidement, il y aura une introduction avec 3 interventions. Donc, un mot de Marc Dumont, co-directeur de la chaire, Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire, et Julien Pilette, qui est donc conseiller municipal économie circulaire, qui présentera donc les enjeux pour la MEL. Et ensuite, on aura 2 tables rondes que je vous représenterai par la suite. Donc, je laisse la parole à Marc pour introduire les enjeux de l'économie circulaire par le prisme de la chaire Métro Forum. Merci beaucoup, Victoria. Bienvenue à tous et toutes pour cet après-midi de travail autour des enjeux de l'économie circulaire. Je voudrais remercier au préalable Victoria Saxé de la chaire Métroforum pour l'organisation de cet après-midi, la coordination avec chacune et chacun d'entre vous pour préparer les échanges. Et je voudrais aussi donner quelques mots aux côtés de François Andrieux, qui co-dirige avec moi cette chaire, pour vous donner quelques éléments d'éclairage des raisons qui fait qu'on pose aujourd'hui cette question, ce point d'interrogation. L'économie circulaire, la territorialisation de l'économie circulaire est-elle un enjeu pour les transitions urbaines? Pourquoi nous sommes posés finalement cette question? D'abord, alors, je ne suis pas spécialiste d'économie circulaire et je vous passerai ensuite la parole pour sûrement en parler de façon bien plus pertinente que moi, mais ce qui est sûr, c'est que dans les multiples définitions qu'on a de l'économie circulaire, on dit qu'il y a en gros 3 champs sur lesquels il faut agir. Le champ de la consommation, le champ de la production et puis le champ des déchets. Ça, c'est un peu la définition de l'ADEME classique. Dans ces 3 champs, donc comment mieux consommer différemment du côté des individus, de vous et moi, changer un certain nombre de choses en termes de mode de vie. Comment du côté de la production, produire différemment, consommer moins de ressources, générer moins de déchets. C'est ça aussi les enjeux d'économie circulaire. Mais ce qui nous a semblé intéressant et important et de plus en plus qui nous a interpellés, c'est ça aussi le rôle de la chaire, c'est d'essayer à un moment d'identifier des questions qui sont montantes sur un territoire. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est qu'il y avait 2 angles morts, un ou 2 angles morts dans ce sujet de la réflexion sur la mise en place de ces projets, stratégies, démarches en matière d'économie circulaire. La première question, c'est on voyait bien que les enjeux d'économie circulaire touchaient de plus en plus aux enjeux de dépendance croissante des villes et des métropoles, dépendance à un certain nombre de ressources, ressources alimentaires, ressources en matériaux multiples. Donc cette intersection avec un sujet qui n'est pas spécifique à l'économie circulaire, mais qu'on appellera, qui est de l'ordre du métabolisme territorial, ce sujet-là nous a interpellés. Et donc, il s'agit pour nous d'essayer de penser quelque chose qui était plus avec une approche économique, d'ordre économique, voire liée aussi aux emplois générés par l'économie circulaire, d'essayer de penser les intersections avec ces enjeux liés à la dépendance et aux dépendances multiples qui se sont révélées depuis un certain nombre de crises, crises évidemment sanitaires, crises géopolitiques de façon plus récente. Et donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet qui nous semble aussi pas si souvent présent, mais qui a un impact assez important en matière de territorialisation d'économie circulaire, c'est le sujet de la mobilité. Effectivement, on voit bien qu'il y a des questions de décarbonation, que l'économie circulaire, c'est pas simple, notamment lorsqu'il s'agit de raccourcir des modes d'approvisionnement, des modes de consommation, des modes de circulation des matières.
Et là, il y a des enjeux de carbonation et de décarbonation. Parfois, il ne faut pas générer plus de déplacements à travers l'économie circulaire qu'on en avait auparavant. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu lié à la mobilité, c'est la question de la logistique. Parce qu'il faut évidemment, lorsqu'on s'interroge et qu'on commence à réfléchir sur la concrétisation sur un territoire des enjeux d'économie circulaire, on voit bien qu'il y a des enjeux à un moment donné de stockage, d'approvisionnement, de stockage, voire de plateforme. Et je livre un mot qui sera au cœur des échanges que nous aurons cet après-midi aussi. Et donc, c'est cette intersection avec ces deux thèmes, au fond, sur des sujets assez classiques d'économie circulaire, que nous avons placé au cœur de la question de la territorialisation de l'économie circulaire, sachant que quand on dit territorialisation sur un territoire municipal, sur un territoire métropolitain, autour de sujets très concrets, ça peut parfois susciter de vraies questions. Est-ce qu'il s'agit de créer, par exemple, une plateforme d'économie circulaire qui serait implantée sur une très vaste foncier disponible, si on a du foncier disponible, ou alors disséminé à différents endroits de la ville ou de la commune ou d'un territoire métropolitain. Donc, on a des enjeux de localisation, des enjeux très concrets auxquels sont confrontées les collectivités aujourd'hui. Et donc, c'est pour penser un peu ensemble cette intersection de ces deux sujets qu'on a essayé de resserrer les choses un peu, notamment autour des questions de réemploi, réusage, à travers différents angles. Et c'est ces sujets qui vont être abordés par l'ensemble des intervenants et intervenantes cet après-midi. Encore une fois, merci de votre présence, de votre participation à cette journée qui est très importante pour nous. L'objectif, c'est aussi d'essayer de structurer aussi un réseau de parties prenantes intéressées sur ces sujets de territorialisation de l'économie circulaire et qui auront peut-être envie d'aller, qui sait, peut-être un peu plus loin. C'est ça aussi l'enjeu de Métroforum, c'est d'essayer d'aller agréger des acteurs, actrices différents sur les territoires métropolitains et de mobiliser la recherche, l'expertise, les parties prenantes autour de sujets qui sont des sujets majeurs pour les territoires. Merci encore. Et nous allons, je vous cède la parole pour peut-être nous donner quelques éléments peut-être plus précis sur les enjeux d'économie circulaire. Merci. Bah, merci infiniment déjà pour cette invitation. Alors comme souvent, hein, les gens qui ne connaissent rien à l'économie circulaire font tout de suite une définition quand même assez précise et assez étayée, ce qui est plutôt rassurant. Alors déjà, je vais me présenter, Emmanuel Ledoux. Je dirige l'Institut national de l'économie circulaire, qui est un think tank qui a désormais 11 ans, qui rassemble, et ça va un peu dans votre sens finalement, sur le besoin de faire travailler les acteurs ensemble, qui rassemble des collectivités, des entreprises, d'autres associations, des fédérations, enfin vraiment avec cette idée que si on veut arriver à mieux définir déjà, parce qu'il reste encore des sujets de définition, puis derrière à pousser les modèles circulaires, il va falloir qu'on travaille conjointement. Alors moi, j'aime beaucoup cette approche par angle mort parce que c'est un petit peu comme ça aussi qu'on l'a abordé au fil du temps, en tout cas sur ces dernières années. Alors peut-être pour prendre quelques grands travaux emblématiques qu'on a pu mener, alors qui vont d'ailleurs recouper vos angles morts, hein, enfin, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein, que quand on cherche, on trouve à peu près la même chose. On a d'abord travaillé sur les questions industrielles, en se disant que globalement, en matière d'industrie, on n'était pas trop mauvais sur cœur d'usine. Enfin, globalement, c'est là où on a réussi à pas trop mal baisser notre empreinte environnementale. Mais par contre, qu'on n'était pas géniaux sur l'amont et l'aval. Donc, ça a amené à avoir cette réflexion sur la production, sur la consommation, mais également sur les chaînes logistiques. Un peu dans la même logique, on a été amené aussi à travailler sur les liens entre décarbonation et économie circulaire. Alors, pas forcément exactement comme vous l'abordiez, mais avec toujours cette logique sans doute de sécurisation des approvisionnements aussi. Et d'ailleurs, j'en profite, petite incise, parce que je trouve à la fois alors, intéressant, je ne sais pas si c'est bien ou mal d'ailleurs, mais je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, c'est peut-être le cas. On n'a pas prononcé une seule fois l'enjeu environnemental au fond dans cette introduction. Et nous, c'est ce qu'on voit de plus en plus au fur et à mesure qu'on travaille sur ces questions de circularité, c'est que finalement, les questions environnementales qui se posent dès lors qu'on parle limite planétaire sont largement balayées par les enjeux économiques, les enjeux de souveraineté, la question la pérennité des modèles économiques. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je tente à penser que c'est peut-être une bonne nouvelle parce que j'ai l'impression que quand on regarde dans l'histoire, la question de perdre de l'argent a plus mobilisé que détruire la planète, hein. Donc globalement, ça peut être vecteur d'accélération si tant est qu'on identifie vraiment que le passage de la linéarité vers la circularité est un vrai sujet qui va au-delà des questions environnementales.
Mais bon, attendez, parce que j'ai une petite incise. Revenons à l'idée décarbonation et économie circulaire. Ça, c'est aussi dans les grands impensés de la transition environnementale, de la transition écologique, il y a ce sujet-là, que pour l'instant, on réfléchit décarbonation. On a des stratégies de décarbonation qui s'imposent à nous, hein, d'ailleurs, dans les accords de Paris, et qu'on ne les a jamais construits sous contrainte de ressources. Enfin, voilà, pour dire que nous, nos travaux, on les angle quand même pas mal comme ça. En disant qu'il y a un foisonnement de propositions, il y a plein de choses qui se passent sur le textile, les stratégies carbone, etc. Mais que finalement, on s'interroge assez peu sur notre capacité à y arriver. Alors ça se voit très très vite sur les questions de décarbonation, mais sur d'autres sujets, au fond, on a des plans qui sont posés les uns à côté des autres, où on a du mal à voir comment ça peut aller au bout. Alors, ce qui va me permettre de revenir finalement peut-être au démarrage de ce que c'est, pourquoi nous, on cherche à passer à cette logique circulaire. Donc déjà, rappeler ce qu'est l'économie linéaire, parce qu'on se construit quand même un peu en contre, qui est on extrait, on produit, on consomme, on jette. Pour faire simple, c'est à peu près comme ça qu'on est. L'idée, évidemment, dès lors qu'on passe à une économie circulaire, c'est de se dire qu'on va extraire beaucoup moins, qu'on va produire beaucoup mieux et que derrière, on va consommer là aussi moins et mieux et que derrière, plutôt que de jeter, on sort du tout jetable, on réemploie, on réutilise, on reconditionne, etc. Et à la fin, on recycle plutôt que de faire partir nos déchets dans des cargos vers l'Inde. Je schématise un peu, mais enfin, on n'est quand même pas très loin de ça. Quand on l'a dit comme ça paraît assez évident au fond. Moi, je connais personne. Enfin, on n'a pas nous notre jumeau maléfique que serait l'Institut national de la promotion du gaspillage, des trucs qu'on met exprès dans la mauvaise poubelle. Enfin, globalement, tout le monde est convaincu qu'il faut préserver les ressources, que jeter, consommer trop, des trucs qui n'ont pas d'utilité, etc. Ça n'a aucun intérêt. Donc, on n'est plus sur un moment de conviction. Et vous l'avez bien dit, on est sur un moment d'organisation. Donc, face à une conviction généralisée, comment on y arrive en vrai? Et je pense que c'est là aussi où collectivement, vous évoquez cette logique de rassembler des parties prenantes. Il va falloir qu'on se mobilise très largement. Parce que là, si on revient à cette idée de qu'est-ce qu'on fait pour passer de linéaire circulaire, finalement, on se rend compte que ça engage à peu près tout ce qui est difficile dans la transformation d'une économie. Déjà, il va y avoir les questions économiques. Parce que investir dans des nouveaux modèles, ça coûte cher, on le voit bien, on le voit sur les questions de mobilité, les batteries, les machins, enfin tout ça, la réparation. Enfin, dès lors qu'on dit déjà qu'on va arrêter de produire en Asie du Sud-Est, de jeter et de faire repartir les déchets, mais que plutôt on va les réparer en France, avec mauvaise nouvelle, on ne va pas pouvoir les payer $1 par jour, les gens qui vont faire les réparations ou le reconditionnement, il va falloir les payer avec des salaires français. On voit bien que rapidement, on est dans un truc qui est presque un peu inflationniste, par nature, sur des transformations. Donc, c'est des enjeux économiques qui sont énormes. Des enjeux d'investissement aussi qui sont énormes. Et pour l'instant, c'est pour ça que la multidisciplinarité, elle s'impose. On parle d'investissement sur des modèles économiques qui n'existent pas. Parce que c'est ça aussi. Enfin, en vrai, si on est passé de 9% de l'économie mondiale circulaire à 7% en 2 ans et que globalement, on a assez peu de modèles à montrer, c'est parce qu'il n'y a pas de modèle économique. En vrai, actuellement, le modèle dans lequel on est, il est linéaire. On extrait, on produit, on consomme, on jette. Donc, le passage à quelque chose de systématique et circulaire, on y est encore loin et on le voit bien. On peut aller présenter, moi je fais ça toute la journée, je pense que monsieur aussi, enfin, on présente tout un tas d'expérimentations qui ont hyper bien marché. Mais alors le moment où on doit parler passage à l'échelle, on galère un petit peu. Donc on a plein de trucs là, une espèce d'armée de bonsaï, mais cette incapacité encore à passer à l'échelle parce qu'on n'arrive pas à trouver des financements. Après, on a les enjeux réglementaires. C'est là qu'on voit aussi qu'on est sur des transformations. Notre réglementation, comme partout, essentiellement, elle est linéaire. Quand on regarde, on travaille beaucoup sur les marchés publics. Vous évoquiez les questions du réemploi. Enfin, le réemploi, je ne sais pas, dans le bâtiment, si on décide d'avoir des toilettes réemployées, ça veut dire qu'on ne gère pas les flux comme pour le neuf. Ça veut dire qu'il faut anticiper. Ça veut dire qu'il va y avoir de la variabilité. Ça veut dire que ça ne va pas être toutes les mêmes. Enfin, je veux dire, ça nécessite une transformation des modes de fonctionnement qui nécessitent de revoir quand même la copie, beaucoup en matière de marché public, mais également dans pas mal d'autres domaines. Mon sujet assurantiel, on ne va peut-être pas les évoquer là, mais enfin, globalement, les assurances, comme vous le savez, elles ne se précipitent pas pour aller assurer des modèles nouveaux en disant on croise les doigts, avec un peu de chance, ça va passer. Donc, on a quand même un petit peu du mal. Puis enfin, c'est le sujet de changement de comportement aussi. Parce que je reviens toujours à ma définition. Finalement, ce qu'on est en train d'expliquer aux gens, c'est qu'on va passer d'une économie qui est une économie parfaitement invisible, celle dans laquelle on est, à une économie visible. Parce que l'économie, on extrait, produit, tout ça, en fait, on extrait hyper loin, on produit loin, on consomme chez nous,
et en faire partir nos déchets. Là, ce qu'on est en train de dire à tout le monde, alors tous ces gens qui sont très très convaincus, hein, nous les premiers, c'est dire ah non, non, on va faire autrement. Maintenant, on va extraire chez nous là, enfin partout où il y a des choses à extraire, on va aller tenter notre chance plutôt que ça soit loin. On va produire à nouveau ici, au bout du jardin. On va malgré tout consommer moins et plus cher. Et à la fin, pareil, on va construire des espaces où il va falloir reconditionner, réparer, etc. Donc, c'est des petites, les évolutions paysagères, elles sont pas forcément géniales hein, quand on regarde. L'économie lointaine où de temps en temps, on peut se dire, oh là là, socialement et environnementalement, c'est quand même moche. Certes, mais enfin, pour l'instant, on n'est pas très dérangé. Ce qui est d'ailleurs la même chose quand on parle de transition énergétique. Et c'est là où on reste aussi sur les enjeux d'acceptabilité. Je veux dire, sortir du fossile, tout le monde est d'accord. Quand on explique, bon, oh, super, on sort du fossile, maintenant, ça veut dire méthaniseur, éolienne, panneaux photovoltaïques, un petit peu moins d'enthousiasme. Donc, c'est là où on a vraiment sans doute à expliquer à travailler sur les enjeux, à travailler sur des chaînes de valeur qui soient efficaces et à engager tout le monde dans les transformations. D'où l'intérêt aussi de la multidisciplinarité. Je prends sur des exemples. Alors, urbain, vous évoquez la question des plateformes, métabolisme et tout, d'une mise à disposition du foncier. Ça, j'imagine qu'on vous demande beaucoup parce que pareil, hein, dès lors qu'on gère des déchets, qu'on gère des pondéreux, qu'on gère des matériaux de construction sur des espaces qui sont denses, il va falloir quand même trouver des endroits pour les mettre, hein, ces matériaux, en attendant de les réemployer. Alors, je suppose qu'ici, le foncier est une chouille chère, hein, donc avant de trouver des modèles qui s'installent, il va bien falloir qu'il puisse y avoir un accompagnement métropolitain, un accompagnement de la collectivité pour y arriver. Alors déjà, rebelote financement, plutôt que d'aller faire sur des terrains des choses qui, à court terme, pourraient être très intéressants comme opération immobilière, il va falloir faire ce choix de l'investissement, de la stratégie, de penser moyen et long terme. En plus, à la place de mettre un truc sympa, chouette et décoratif, il va falloir expliquer aux gens que ce qu'on va leur mettre, c'est un gros tas de gravats, là, parce que dès qu'on fait de la déconstruction, reconstruction, pareil, déconstruction, reconstruction, tout le monde il est très convaincu. Par contre, quand on dit, bon, alors concrètement, on va déconstruire un gros tas de gravats, gros tas de toilettes, gros tas d'éviers, gros tas de baignoires, des types qui nettoient, des types qui pilonnent, étrangement, l'enthousiasme baisse. Enfin, l'idée, vous m'aurez compris, c'est évidemment pas de dire que c'est impossible. Il va falloir qu'on y arrive de toute façon, d'une façon ou d'une autre. On n'a pas d'autre solution si on veut tenir dans le cadre des limites planétaires. Mais là, il va falloir, je pense qu'on est pile poil au moment où on a compris que le colibri, c'est sympa, mais ça risque de pas suffire, quoi. Parce que tout le monde qui met sa petite goutte en allant acheter un truc à la recyclerie, à la ressourcerie, et en faisant un peu gaffe à faire durer ses chaussettes, on sent bien que ça ne va pas suffire. Et que là, on est vraiment au moment où on doit pouvoir accompagner ces changements de comportement qui sont essentiels par un vrai changement de l'offre et un vrai changement aussi de la territorialisation de ces offres. Et c'est là, bon, j'en profiterai pour en mettre un petit coup parce qu'on est en ce moment dans le bilan de la loi AGEC. C'est-à-dire, on ne va pas pouvoir se permettre de passer à côté de l'histoire éternellement là-dessus. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, c'est une loi qui est plutôt sympa, hein, mais enfin qui est une loi colibri. Hein. Enfin, il y a beaucoup d'indices, de machins, d'affichage, de trucs. Alors, on se défausse quand même beaucoup sur le consommateur sans regarder comment on fait derrière. Donc, par exemple, nous, on travaille aussi beaucoup sur les questions de réparation. On crée un indice de réparabilité. Génial. Moi, je suis hyper heureuse avec mon lave-linge qui est désormais réparable. Sauf qu'en fait, on s'en fiche que mon lave-linge soit réparable. La question, c'est est-ce que mon lave-linge va être réparé le jour où il va être cassé? Et non, parce qu'en fait, des réparateurs, il n'y en a quasi plus. Il n'y a pas de modèle économique. Pour l'instant, l'éco-conception, ça reste encore pas énorme dans la production. On a des problèmes sur les pièces détachées. C'est aussi des enjeux de territorialisation. Enfin, et donc, c'est là où on voit que, voilà, on a réussi à aller chercher, je pense, les consommateurs, les citoyens. Et là, maintenant, on a besoin d'être sur des vrais déploiements qui s'opèrent au niveau des territoires, qui seront aussi des ressourceries, etc. Et on a besoin d'avoir cet engagement citoyen visible et tout. Mais là est venu le temps du pélican un peu et les gros flux, quoi. Donc il va falloir qu'on travaille sur partout. On a du pondéreux. Construction, réemploi, etc. Et c'est là où on va pouvoir faire beaucoup. Qu'on travaille aussi, vous l'aviez évoqué, sur les questions de mobilité. Comment on arrive à créer des questions logistiques, mais aussi finalement à adapter nos transitions aux ressources dont on dispose, à faire durer les matériaux, à faire durer les filières. Enfin, voilà, il y a des beaux défis qui arrivent. Nous, la question des territoires, on y croit beaucoup. Hein. D'ailleurs, on vient de signer avec France Urbaine une charte pour travailler plus avec eux, avec l'ensemble des collectivités. Et on pense qu'il faut aussi réussir à travailler avec d'autres. Je suis trop longue, hein, c'est ça? Non, je vois en train de... Normalement, à la fin, j'ai un signe du genre, le truc, genre couper le. Donc, c'est là où je sais qu'il faut que j'arrête.
Non, mais voilà. Enfin, donc pour l'essentiel, donc merci encore de cette invitation. Bravo pour le lancement de ces chaires. Les enjeux de transformation, ils sont encore une fois énormes. Et une fois qu'encore une fois, enfin voilà, comment on va réussir à passer de cette conviction généralisée chez les académiques, dans les collectivités, même dans les entreprises, partout. Enfin, on a globalement ce mouvement, il est là, mais il va falloir que là, ça aille très vite en termes de transformation des modèles. Et encore une fois, l'interdisciplinarité, de même que la collaboration entre acteurs, c'est probablement la clé. Donc bravo et merci beaucoup pour cette initiative. Merci. Merci. Je passe du coup la voix au territoire. Julien Pilette, élu de la ville de Lille. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Oui, alors moi je vais représenter la ville de Lille et peut-être un petit peu la métropole de Lille. Je suis élu dans les deux collectivités. J'ai l'honneur d'être le premier élu à l'économie circulaire à la ville de Lille. Alors pas parce que l'économie circulaire, il n'y en avait pas avant, mais parce que justement la thématique en elle-même est venue se structurer. Et je suis aussi élu à Euraclimat, donc c'est une idée de pôle d'excellence de lutte contre le dérèglement climatique que j'ai lancé au début du mandat et qu'on pilote au sein de la MEL, où l'objectif justement est de décarboner l'économie. Donc on a aussi tout un travail autour de cette thématique. Alors sur la ville de Lille et l'économie circulaire, j'ai mis en place en 2022 une feuille de route qui va jusqu'en 2026, bien évidemment, et qui est vaste, évidemment, puisque l'économie circulaire, par définition, touche à tout. Moi, j'ai l'impression quand même que, en tout cas, c'est ma définition de l'économie circulaire, c'est ce que doit devenir l'économie. Parce qu'il n'y a aucune raison que l'économie reste linéaire normalement, et donc il faudrait que tout s'inscrive dans un cercle, dans quelque chose dans une rotation, dans quelque chose qui se régénère. Et pour moi, c'est extrêmement important d'avoir cette approche-là dans l'économie de demain. Donc, on a touché à beaucoup de sujets dans cette feuille de route. Alors, je ne vais pas vous la détailler dans le détail. Vous pouvez aller voir sur le site internet de la ville de Lille. Hein, vous tapez feuille de route économie circulaire ville de Lille, vous aurez le document en PDF. Je peux peut-être me concentrer sur quelques sujets, dont deux, j'ai la chance aujourd'hui, vont être traités dans les tables rondes juste après. Donc, et ça, c'est super. On parlait de réparation, j'ai lancé aussi une dynamique qui s'appelle Lille Répare, où effectivement il y a toute une culture qu'on cherche à amener à tous les niveaux de la réparation. Donc là, on travaille sur les réparacteurs et on a mis en avant les artisans qui de plus en plus se faisaient labelliser réparacteurs pour pouvoir répondre justement aux citoyens pour la réparation. Les Repair Café, bien évidemment. Ce qu'on fait à l'intérieur de la ville de Lille, changer les comportements. Il y a 4500 agents. Vous imaginez tout ce qu'on peut imaginer réparer plutôt que réacheter dans une machine aussi grande. Donc, il y a tout un travail qui est fait autour de ça. Encore une fois, beaucoup de sujets. C'est une question de culture globale. On prend quand même beaucoup de hauteur dans l'économie circulaire pour aller sur des projets concrets. Si je parle concrètement, genre, je vais en cibler deux qui correspondent aux tables rondes juste après. Donc, il y en a un, on voit le chef là-haut, Richard, concernant le travail qu'on fait justement sur le bâtiment. Donc, c'est Richard qui travaille à la ville de Lille et que vous verrez tout à l'heure et qui s'occupe de cette partie-là. Et cette définition qu'on a, alors nous, le site qu'on a identifié et sur lequel on travaille, c'est le port de Lille. Donc, dans le port de Lille, on a un projet qui démarre et dont Richard va parler tout à l'heure et dont effectivement l'objectif, c'est de pouvoir amener des choses qui vont être issues de la déconstruction et pouvoir faire bénéficier en face soit des artisans, soit des particuliers, parce qu'on a une approche très importante dans la politique de la ville de Lille qui est la double action sociale et environnementale. Donc, il arrive que l'environnement soit au détriment du social parce que c'est cher, parce que tout le monde ne peut pas avoir des voitures électriques, parce que, etc., etc. Donc, nous, on s'attache à faire très attention à ces deux approches. Et donc là, c'est un exemple concret de rendre accessibles des matériaux de seconde main pour restaurer ces logements, pour aller plus loin pour ceux qui sont évidemment qui ont la chance d'être propriétaires, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires pauvres à Lille, hein, des gens qui ont acquis leur maison il y a très longtemps ou qui ont hérité de leur maison et qui pourraient justement faire des travaux qu'ils n'envisagent pas par ailleurs grâce à des matériaux plus faibles. En partenariat, bien sûr, on a des structures, notamment associatives, qui aident à l'auto-réhabilitation. Donc, vous voyez, il y a une logique globale justement pour aider le citoyen. Et donc là, on a quelque chose sur le matériel. Richard va détailler ça tout à l'heure très bien. Et puis après, on va parler notamment de Fashion Green Hub, de la question textile. La question textile, c'est aussi quelque chose qui est important chez nous. Là, à la métropole,
Dans la feuille de route, la question textile est centrale. Sur la conception textile, on est plutôt du côté Roubaix-Tourcoing, évidemment. Donc voilà, là où on se partage le travail avec Roubaix-Tourcoing, c'est que sur la consommation, le business, le marché, c'est plutôt à Lille que les gens viennent consommer du textile, qui viennent faire les boutiques et ainsi de suite. Donc on travaille justement, nous, à Lille, à faire en sorte que la dynamique se renforce pour que ça aille jusqu'aux citoyens, que ça ne reste pas des choses techniques, mais que le citoyen puisse s'en approprier. Vous avez évidemment le textile de seconde main, la réparation textile, bien évidemment, qui va avec la dynamique de Lille Répare. Euh, et puis, donc là, tout à l'heure, on vous parlera je suppose que vous allez parler de l'étude action qu'on est en train de mener, enfin que Fashion Green Hub est en train de mener, pour pouvoir faire en sorte d'analyser justement le mouvement qui est en train de s'opérer sur le textile. Et je vous ai décrit l'importance qu'on disait sur le social, nous, à la ville de Lille. Et ben, maintenant que le textile devient rentable, et ben, on le prend, la rentabilité, au social. Tout simplement parce qu'avant, on avait des gens qui bénéficiaient de cette seconde main gratuitement, où on pouvait aller dans des filières solidaires de recyclage textile ou de réemploi textile. Maintenant, avec les Vinted, les gens en partie revendent eux-mêmes et font du business en direct à des gens qui ont aussi les moyens. Alors, peut-être moins, peut-être, mais en tout cas, c'est devient autogéré. Et la partie solidarité pêche un petit peu sur le gisement. Donc maintenant, on a une concurrence avec le gisement qui s'opère parce qu'il y a de plus en plus de rentabilité qui aiguise les appétits des gens qui aiment l'argent. Et donc, il faut faire attention à ça parce que demain, on veut continuer à avoir une approche solidaire et qu'on puisse toujours répondre aux gens qui n'ont pas qui ont pas les moyens. Donc, on étudie ça pour pouvoir faire des choix. En tout cas, nous, la ville de Lille, c'est ça, faire des choix politiques qui vont permettre justement que cet équilibre fonctionne et que cette transition soit autant écologique que sociale. Voilà. Je pourrais parler des heures sur tout ce qu'on a à faire, mais je vais m'en arrêter là parce que vous allez avoir des super détails derrière sur de ces sujets qu'on mène à la ville de Lille. Et encore une fois, si vous en voulez plus, vous avez beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, bien évidemment, mais sur la feuille de route que vous aurez sur le site internet en PDF. Merci. Merci beaucoup. Et ben maintenant, on va pouvoir commencer la première table ronde avec Vincent Ogiso. Vous pouvez venir là et vous avez le droit de vous asseoir. Les chaises sont là pour ça aussi. Agnès Dalloz et Richard qui est donc en vision avec nous. Et Bonjour. Marc qui va nous animer la table ronde. Voilà, merci beaucoup à Julien Pilette et Emmanuel Ledoux pour leur introduction qui nous a permis déjà de camper beaucoup d'éléments dans le sujet qui va nous animer maintenant et également de prendre conscience aussi qu'il y a des visions différenciées déjà de ces enjeux d'économie circulaire. Et donc, autour de ces visions, on s'est dit dans un premier temps, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer de s'interroger sur notre capacité à avoir un diagnostic partagé à l'échelle d'un territoire ou des visions en tout cas partagées à l'échelle d'un territoire de ces enjeux d'économie circulaire. Et donc, tout l'enjeu de cette première table ronde, je vous remercie toutes trois d'être présentes, même à distance, c'est d'essayer de s'interroger, de savoir quels sont un peu ces enjeux d'économie circulaire, comment ils sont venus interpeller les territoires, quelle est un peu l'histoire, la trajectoire un peu de ces sujets, comment ils sont venus interroger les territoires. Et donc, je voudrais ouvrir un peu cette table ronde avec peut-être vos présentations successives de votre structure, de la façon dont qui vous êtes au sein de ces structures, comment vous vous êtes emparé progressivement de ces sujets et quelles sont aussi les trajectoires de ces sujets, comment est-ce qu'on a commencé, Agnès peut-être au sein de la MEL, Richard au sein de la ville de Lille, et puis Vincent à partir de votre expérience d'expert, comment sont apparus et comment ces sujets sont montés en puissance au sein de vos collectivités, comment vous avez pu observer les collectivités progressivement s'emparer de ces sujets. Je pense que c'est ça ce dont on a besoin dans un premier temps de comprendre. Je ne sais pas si Agnès, vous souhaitez peut-être intervenir et nous dire quelques mots sur la façon dont les choses se sont présentées au sein de la métropole européenne de Lille. Vous êtes par ailleurs chargé de mission. Oui, bonjour, rebonjour à tous. Donc effectivement, je me présente Agnès Dalloz, chargée de mission réemploi à la direction des déchets ménagers de la MEL, donc la métropole européenne de Lille. Donc j'ai une formation de généraliste de l'environnement et de l'urbanisme également. Et donc j'ai occupé différents postes à la MEL en lien avec l'urbanisme durable, le plan climat, l'énergie et plus récemment donc la prévention des déchets.
Donc, je vais vous parler de la MEL. Alors, la MEL, vous voyez le territoire représenté ici sur cette diapo. C'est une grosse intercommunalité donc, qui regroupe 95 communes. Donc, vous connaissez sûrement déjà la MEL hein, si vous habitez ici. Donc, les plus grosses villes sont Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq. Mais on est sur un territoire qui est aussi périurbain et rural. Donc, on a des communes très petites qui peuvent compter seulement une centaine d'habitants. Donc, on rassemble 1,2 million d'habitants. Et donc, sur ce territoire, la MEL, en tant qu'institution, elle est au service des communes, des habitants, des entreprises. Et elle déploie toute une série de politiques et d'actions. Donc, en lien avec tout ce qui touche à l'aménagement de la ville, donc l'urbanisme, l'habitat, les transports, la voirie, et tout ce qui touche en fait au quotidien des habitants, comme la gestion des déchets, donc la collecte des déchets, la distribution d'eau potable, l'assainissement des eaux usées, et des compétences plus récentes en matière de développement économique, développement durable, etc. Et donc, la politique de développement économique de la MEL met l'accent sur l'économie de proximité, donc avec le souhait de développer donc des activités et des emplois locaux. Elle a adopté une stratégie économie circulaire et elle déploie aussi un soutien à l'économie sociale et solidaire. Alors, l'économie circulaire, finalement, c'est un sujet qui traverse quasiment toutes les grandes politiques opérationnelles de la MEL. Hein. Donc, voilà, j'ai représenté ici les trois principales clés d'entrée pour l'économie circulaire pour la MEL. Donc, on a tout d'abord le plan climat, avec donc une approche environnementale. Hein. Donc, cette économie circulaire, elle a toute sa place dans le plan climat, puisqu'elle favorise en fait des économies d'énergie et de ressources grâce à l'utilisation de matières de seconde main sur des circuits courts. Et donc, elle permet de réduire l'impact climatique de l'importation de biens de consommation. Donc, un impact climatique qui est réellement énorme, puisque voilà, lorsqu'on compte les émissions de carbone issues directement du territoire, si on y ajoute les émissions de carbone issues des biens importés sur le territoire, donc on multiplie les émissions par 2,5. Et donc la consommation de biens représente presque 40% donc des émissions directes plus indirectes de gaz à effet de serre sur notre territoire. Donc on a un enjeu environnemental considérable. Donc la stratégie économie circulaire de la MEL, qui a été adoptée donc en 2021, donc voilà, là on est sur une approche plus économique. Hein. Et cette stratégie, elle vise à développer en fait des circuits en boucle à l'échelle du territoire de la MEL, donc pour l'utilisation de ressources de seconde main sur 5 filières principalement. Donc les matériaux du BTP, il en sera question, l'alimentation et la biomasse, le textile, la distribution et la logistique et les déchets ménagers et assimilés. Alors ma collègue Malika Bohème-Monnier, qui aurait pu vous parler de cette stratégie économie circulaire, est malheureusement absente aujourd'hui. Voilà, mais Richard Demeter, qui est voilà, sur ces questions également et en contact régulier avec la MEL, pourra, si nécessaire, développer mieux que moi l'action de la MEL issue de cette stratégie d'économie circulaire. Donc, je vous parle aussi de la troisième clé d'entrée, qui est notre plan local de prévention des déchets et assimilés, donc, qui a été adopté l'année dernière. Voilà, donc qui est effectivement, qui lui reprend les objectifs de la loi AGEC, dont on a parlé tout à l'heure. Donc une loi qui vise à une baisse de 15% des déchets ménagers entre 2010 et 2030. Et donc pour faire baisser les quantités de déchets que nous produisons tout un chacun, il y a plusieurs pistes. La principale, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est agir sur la réduction des biodéchets, donc des déchets verts, des déchets alimentaires.
Donc, c'est aussi une problématique qui se prête à une réflexion d'économie circulaire par ailleurs, avec le compostage, le broyage, etc. Et la deuxième principale action pour réduire les déchets, c'est le réemploi. Donc voilà, le réemploi des déchets ménagers qui représente 30% de cet effort de réduction et que je pourrais développer aujourd'hui. Donc effectivement, dans notre plan local, on a plusieurs fiches actions dédiées au réemploi. Et l'enjeu, c'est de récupérer davantage d'objets et matériaux encore en bon état, qui sont réemployables, pour les injecter donc, dans des circuits locaux et si possible des circuits solidaires, donc avec une revente à petit prix dans des ressourceries qui emploient des personnes en insertion. Alors sur ce volet-là, on est sur des tonnages qui sont beaucoup plus modestes en effet que sur certaines filières économiques, hein, comme sur les matériaux du BTP. Néanmoins, c'est des actions qui se mettent en œuvre sur la MEL depuis une dizaine d'années et on constate une augmentation croissante des quantités. Donc voilà, la courbe, elle est en hausse. Et je détaillerai un petit peu plus tard les actions concrètes qui nous permettront de poursuivre cette trajectoire. Merci beaucoup Agnès pour cette présentation de la démarche et de la stratégie d'économie circulaire de la métropole européenne de Lille. On aura l'occasion de revenir de nouveau dans un deuxième et troisième temps sur ces enjeux. Je laisse peut-être tout de suite la parole en complément, comme vous lui avez tendu la perche, à Richard Lemaitre pour la ville de Lille. Richard, si tu nous entends, Oui. la parole est à toi. Peux-tu nous présenter un peu comment la ville, en complément de ce que nous a présenté Julien Pilette, comment, de façon assez concrète, la ville de Lille s'est-elle emparée, à travers toi et un certain nombre d'outils aussi, comment elle s'est emparée de ces enjeux d'économie circulaire? Merci Marc, merci. Déjà merci pour l'invitation. Désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui. Un petit problème de cervical m'empêche d'être avec vous. Et donc merci à l'IAE pour les moyens techniques pour pouvoir être toujours en visio et donc être avec vous cet après-midi. Tout à l'heure, Julien l'a dit dans son introduction, c'est déjà qu'on est on va dire une volonté politique de pouvoir développer ces politiques d'économie circulaire ou même de logistique. On a une élue à la transition écologique, on a Julien qui est pour ce mandat-ci, notre premier élu à l'économie circulaire. Et avec cette volonté politique, le pendant technique, c'est qu'on a au sein de la ville de Lille une direction, la mission transition écologique et résilience, qui est directement rattachée à notre directeur général des services. Et donc, on peut travailler et influencer sur l'ensemble des pôles de la ville de façon transversale pour y mettre de l'économie circulaire à la fois dans la culture, dans les écoles, dans les services techniques, dans la logistique, pour pouvoir justement développer ces actions. Donc, moi-même, Richard Lemaitre, donc je fais partie de cette mission transition écologique et résilience et je suis chargé de mission économie circulaire et logistique urbaine. Et on le verra par rapport à ce qui a déjà été dit par Madame Ledoux, l'enjeu de pouvoir jouer à la fois sur ces doubles casquettes, puisque chaque boucle qu'on va générer dans l'économie circulaire, il y a une logistique à devoir mettre en place. Donc, pour Lille, Julien l'a dit tout à l'heure, on a une feuille de route pour l'économie circulaire. Elle a été adoptée en avril 2022 au conseil municipal et en fait, elle émane à la fois du plan lillois pour le climat qui a été adopté en 2021 et de la stratégie métropolitaine d'économie circulaire qui vient d'être évoquée, qui avait été aussi adoptée en 2021, qui reprend un certain nombre d'orientations et donc de filières, mais on a cette notion d'échelle qui va intervenir et aussi cette notion de compétence, puisque les compétences métropolitaines ne sont pas les mêmes compétences que les communes. Et donc, on arrive à notre niveau, au territoire de Lille, MLM, à du coup décliner une stratégie métropolitaine, mais sur les spécificités de notre territoire communal,
avec un triple objectif qui est à la fois la réduction de notre impact environnemental et climatique, un développement économique par l'innovation, par de l'emploi local, par des métiers d'avenir. Julien l'a évoqué tout à l'heure avec les réparateurs, et aussi cette dimension très forte d'une justice sociale par la solidarité, par un travail sur l'insertion pour pouvoir justement aussi ne pas louper ce virage aussi qui est à la fois environnemental et social. Donc on a sur le territoire de l'île repris un certain nombre d'éléments qui sont dans la stratégie métropolitaine, mais adaptés sur notre territoire, avec une priorité, une qui est ancrer l'économie circulaire sur notre territoire, qui passe par donc justement à le fait de pouvoir animer le territoire, faire connaître l'économie circulaire, accompagner des acteurs, notamment par l'émergence d'un système local, de pouvoir utiliser une logistique plus durable, de pouvoir avoir un accompagnement pour les porteurs de projets sur des notions d'accès au foncier. Et sur cette priorité 1 aussi, il y a le fait de pouvoir avoir montré l'exemplarité avec le fait que la ville de Lille, à travers son SPATZER, puisse avoir des achats responsables et développer une sobriété, le réemploi et les réparations, comme l'a évoqué tout à l'heure Julien, notamment sur que ce soit le mobilier informatique dans nos bureaux ou l'éco-conception de scénographie avec le Palais des Beaux-Arts, par exemple. La priorité 2, c'est celle que j'occupe, c'est celle sur justement l'économie circulaire adaptée au renouvellement de la ville et au BTP. Donc là, c'est comme l'a dit juste avant Agnès, on a un gros travail qui se fait avec la métropole et avec justement, je travaille main dans la main avec Malika justement sur ces questions-là, et on reviendra développer un peu cette priorité-là dans le deuxième tour de questions, je pense, Marc. Et les priorités 3 et la priorité 4, Julien l'a évoqué tout à l'heure, il y a aussi un gros travail sur tout ce qui est l'alimentation, le travail sur le gaspillage alimentaire, et donc de pouvoir aussi accompagner, soutenir les circuits courts, lutter contre le gaspillage alimentaire et valoriser évidemment tous ces déchets en accompagnant aussi les restaurateurs. Et on a un événement qui est très connu, qui finalement montre que la ville de Lille a depuis longtemps adopté ces gestes d'économie circulaire, ne serait-ce que la braderie, où on a toutes sortes d'objets qu'on peut recycler plusieurs fois avec cette braderie annuelle. Et donc, nous, on s'attache justement à travailler avec les commerçants aussi pour les accompagner dans ce changement de paradigme en matière d'économie circulaire sur cet événement, pour le rendre encore plus éco-événement, en tout cas par rapport à cette gestion des déchets. Et la quatrième priorité qui est développée par la ville dans sa feuille de route, c'est justement l'achat responsable. Julien l'a évoqué tout à l'heure par rapport à l'aspect textile, mais il y a aussi de pouvoir soutenir des solutions de réemploi à Lille, de pouvoir faire la dynamique Lille Répare qu'a évoqué également Julien, travailler sur la lutte contre les produits à usage unique, ou de pouvoir justement accompagner artisans, commerçants pour garder la ville attractive et les accompagner dans cette dynamique de commercial circulaire en travaillant sur la logistique reverse, inversée, par rapport à la gestion des cagettes à la fin d'un marché de plein air, les cartons dans les commerces, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu brossé très rapidement à l'échelle de la ville, et là cette notion très importante d'échelle et de compétence, comment on vient ancrer cette économie circulaire sur notre territoire. Merci beaucoup, Richard. Alors, vos deux interventions très complémentaires, Agnès et Richard, nous montrent déjà la complexité de ce que c'est que l'atterrissage de la question des enjeux d'économie circulaire sur un territoire aussi vaste, à travers, si je résume suffisamment efficacement, mais à travers les enjeux de développement économique, les enjeux liés au PCAET, les enjeux liés aussi au plan de prévention des déchets ménagers et associés. Et donc, on voit bien que faire émerger ces enjeux d'économie circulaire en propre, c'est pas simple à travers ces grands axes de politique publique. Ça peut être aussi à travers de l'animation. On est peut-être tous d'accord, mais tous et toutes d'accord, mais en même temps, on voit bien ce que tu dis, me semble aussi, Richard, c'est qu'il va falloir aussi animer, faire connaître, sensibiliser. Et là, il y a aussi une démarche importante qui est, en tout cas ces dernières années, qui a été entreprise
du côté de la ville de Lille. Et on reviendra ensuite, c'est vrai, vous avez commencé à mentionner quelques outils que vous avez commencé à développer en propre de vos côtés respectifs. Peut-être par rapport à cette façon dont l'économie circulaire émerge, les enjeux d'économie circulaire émergent sur ces collectivités, Vincent, quel est votre regard, vous qui travaillez avec d'autres collectivités, qui avez aussi pu travailler peut-être avec d'autres collectivités également dans le cadre de l'Union européenne, quel est un peu le regard que vous posez, quelle expérience vous avez aussi, quel retour d'expérience vous pouvez nous partager peut-être par rapport à cette trajectoire des sujets d'économie circulaire au sein des collectivités? Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, je suis Vincent Giseau, donc je viens de Rennes et je me suis levé un peu tôt, donc je vais essayer de rester suffisamment réveillé pour en début d'après-midi, mais ça va aller. Donc, effectivement, on intervient, je ne suis pas situé en tout cas à Lille, et puis donc je ne travaille pas directement pour une collectivité, enfin au sein d'une collectivité, mais pour des collectivités. Et donc, je travaille pour un bureau d'études et recherche qui s'appelle Cité Source, qui a 5 ans maintenant, qui intervient dans toute la France. Et donc, on a une activité très spécialisée autour de questions de diagnostic sur les flux de matière en préalable à la définition de politique d'économie circulaire à l'échelle de collectivités, donc un peu l'équivalent de la stratégie économie circulaire de la métropole de Lille. Et puis également, plus directement sur des projets d'aménagement, dans des diagnostics sur les besoins en matériaux, les déchets de chantier potentiels qui sont générés par des opérations, et dans l'idée de mettre en place des solutions de valorisation de déchets sur ces opérations, donc sur commande de collectivités ou sur commande d'aménageurs, et donc plutôt à l'échelle de grands projets d'aménagement et souvent sur plusieurs projets, donc dans l'idée de ne pas mettre en place des solutions projet par projet, mais de chercher des solutions plutôt mutualisées entre projets d'aménagement ou de mettre en place des plateformes, donc un peu ce qui a été évoqué sur la Calme Métropole, qui vont servir sur l'ensemble des projets d'aménagement. Donc, on est très spécialisé sur ces questions d'estimation. Donc, on reprend un peu les étapes que vous avez présentées déjà. Donc, à la fois, qu'est-ce que produisent les territoires, qu'est-ce qu'on sort des champs, des carrières, des forêts, qu'est-ce qu'on consomme, donc à la fois côté entreprise et côté particulier. Et puis, qu'est-ce qu'on génère comme déchets et qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? Et toujours avec l'idée de spécialiser le plus possible, de situer à la fois le plus finement possible au sein du territoire et puis d'étudier la question des origines et des destinations des matières, ce qui est pas toujours facile. Un peu sur cette question d'échelle, donc moi, je viens de la recherche et j'ai eu l'occasion de faire ma thèse à l'Université Paris 1 avec Sabine Barre, que connaît Marc. Et que peut-être certains d'entre vous connaissent ici. Et donc, c'est plutôt parti, ces sujets-là, pour faire un peu le lien avec l'historique aussi, de la ville de Paris, qui était une des premières collectivités à lancer un projet de recherche qui avait été réalisé donc, par Sabine Barle. Et donc ça, c'était en 2006, en tout cas que c'était achevé. Et c'était une des premières études de ce type, peut-être même la première, je ne suis pas sûr, en France. Et donc, on a beaucoup travaillé à la suite. Donc, moi, j'ai refait un peu ce type d'études à l'échelle de la région Île-de-France. Récemment, on vient de refaire l'étude de toutes les consommations, tous les flux de matière de la région Île-de-France. Donc, c'est une des régions qui, du coup, a eu la chance d'avoir 4 études de ce type. Donc, Sabine Barre l'avait fait sur l'année 2003, donc c'était Paris et Île-de-France. Et puis, ça avait été refait sur l'année 2010. Donc, moi, à la fin de ma thèse, je l'avais fait sur 2015. Et puis là, on l'a fait sur 2021. Donc, c'est plutôt des grands territoires et plutôt à des larges échelles. Après, la ville de Paris aussi avait relancé ce type d'études, donc dans une optique plus opérationnelle, on va dire. Et puis, ce qui est intéressant et qui fait un peu plus le lien avec la métropole de Lille et plus largement la région, c'est qu'on a eu l'occasion de le faire sur une initiative de l'ADEME Hauts-de-France pour 3 intercommunalités du Nord et du Pas-de-Calais. Donc, le SCOT du Grand Oisy, un syndicat mixte du SCOT du Grand Oisy qui inclut 2 agglos, notamment celle du Grand Oisy, et également la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer et celle de Béthune-Bruay. Donc là, on est sur une échelle plus restreinte par rapport à ces grandes métropoles, avec des moyens du coup qui sont plus opérationnels, même si c'est des collectivités qui sont déjà assez outillées. Il y a des services qui sont bien fournis. Mais on descend à des échelles un peu plus petites, on peut dire. Et puis sur des territoires qui sont plus ruraux aussi, où l'activité agricole est très présente, notamment à Saint-Omer et à Béthune également, où
une grande partie des flux est générée par des activités, notamment liées à la pomme de terre et la betterave sucrière. Donc voilà, donc différentes échelles. Et puis après, donc on descend, comme je disais, jusqu'à l'échelle du projet d'aménagement. Et donc là, plutôt sur des métropoles, mais pas seulement, pour des villes un peu plus petites aussi. Et ouais, bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, alors le lien, pour faire le lien avec ce qui a été dit, effectivement, dans ce type d'études qu'on réalise, donc effectivement, c'est parti de projet de recherche. Et donc nous, on a toujours cette activité de recherche en parallèle, puisque c'est vraiment une question qui se pose toujours de quelles données on peut utiliser pour faire ces estimations. Donc, on utilise des données sur le transport de marchandises, on va convertir des données sur les statistiques agricoles, les statistiques de carrière, et puis les données plus liées directement à la démographie. Par exemple, si on a tant d'habitants sur un territoire, on estime ce que ça représente en consommation alimentaire, en consommation d'équipements électroniques et électriques, en véhicules, etc. Donc, on essaie de produire le plus de données et puis vraiment de produire des données propres au territoire dans l'idée voilà, d'avoir une vision la plus précise possible des situations. Et donc après ces données, donc nous on est vraiment spécialisé, on est en amont et ensuite on travaille avec d'autres partenaires qui font l'activité conseil et assistance à maîtrise d'ouvrage dans l'aménagement. Donc on produit les données et ensuite ces données sont reprises pour accompagner les collectivités ou les aménageurs dans leur prise de décision. Donc on se segmente comme ça. Et donc, dans nos commanditaires, c'est là où je voulais en arriver, on a effectivement les directions environnement qui sont toujours présentes, et notamment les directions de déchets, qui sont toujours, presque toujours les co-directeurs ou directeurs de l'étude, mais toujours aussi le service économique. Et donc, on a toujours ces doubles questions et ces doubles objectifs qui sont donnés. Et effectivement, comme les précédents intervenants l'ont déjà bien dit, il y a ces doubles objectifs qui sont très présents. Et effectivement, la question environnementale qui n'est pas toujours la plus mise en avant, en tout cas dans les discours, même si c'est toujours lié à des politiques environnementales et c'est tout à fait justifié. Et donc, dans les études que l'on fait, pareil, il y a toujours cette question. Donc, nous, on est plutôt sur la question des matières. Donc, on estime des masses, en gros. Et il y a très souvent aussi un volet autour des acteurs. Donc, d'identifier, une fois qu'on sait qu'on connaît les grands flux, de situer aussi, de mieux connaître qui produit ces matières, qui gère ces déchets, qui est capable de les valoriser aujourd'hui. Donc, à la fois cartographie des flux et le volet cartographie des acteurs. Voilà. Et dans l'idée pour les collectivités, donc nous, le résultat qui est à peu près toujours réussi, et heureusement, c'est que pour les collectivités, ça permet déjà de prendre la mesure des enjeux que pose leur territoire par rapport à ces questions de matière. Donc, effectivement, comme ça a été très bien dit aussi, c'est des choses qui n'apparaissent pas, puisque ça se fait en grande partie en dehors des villes. Donc, on voit des petits camions arriver, mais avant les petits camions, il y en a des plus gros. Et puis, avant ça, il y a des modes de transport encore plus massifs. Et ça échappe à l'expérience quotidienne qu'on peut avoir de vie en ville ou en territoire urbanisé, quel qu'il soit. Donc, c'est déjà de se représenter qu'est-ce que sont ces consommations, ces déchets, quelles sont les grandes matières qu'on consomme dans les territoires. Donc, il y a des différences, mais en gros, c'est toujours le BTP qui ressort. Les matériaux de construction des déchets de chantier, c'est le gros des matières. Après, l'activité agricole varie. Après, l'activité industrielle varie. Et donc ça permet à la collectivité de mieux connaître les enjeux de son territoire. Et il y a souvent aussi tout le volet de comment on peut partager avec les acteurs économiques. Donc, ce que permet ce type de titre, c'est aussi d'aller, pour les collectivités, de mieux se saisir de ces questions et d'aller vers les entreprises pour être capable de dialoguer avec elles et avec des arguments, du coup, de montrer votre secteur d'activité est important, etc. etc. Et puis après, donc, ça permet ensuite de décliner des actions dont on verra des exemples plus précis. Je ne vais pas les détailler sur les autres études, mais sur le cas de la métropole également. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Alors, vous nous introduisiez déjà le sujet auquel on va s'intéresser maintenant, qui est la question de comment fait-on. Je trouve déjà que ça ouvre deux orientations qui est comment il est important de créer de la transversalité. Ce n'est pas très original de le dire, mais effectivement, thématiquement, entre plusieurs types de directions dans les collectivités. Et puis, il y a la question aussi des outils de la mesure qui restent en enjeu fondamental aujourd'hui. C'est-à-dire le diagnostic passe d'abord par un diagnostic parfois très technique et de quantification qui aide à cette prise de conscience collective. Et je peux en témoigner pour l'historique de ce travail sur le métabolisme qu'on avait fait à l'échelle de la métropole de Lille.
que ça a été un peu un bouleversement pour nous, pour les chercheurs, autant que pour la collectivité, de découvrir aussi, de quantifier notamment les multiples et les dépendances dans lesquelles s'inscrivait la métropole de Lille. Alors, ça pose tout de suite le sujet. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait? Et puis, comme avait dit Emmanuel Ledoux tout à l'heure, comment on fait de telle sorte qu'on ne se limite pas à des expérimentations ou une armée de bonsaï? Donc ça sera notre deuxième sujet que nous allons aborder. Donc, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on commence à faire à l'échelle de la métropole de Lille et puis de la ville de Lille? Agnès, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on commence à avancer au sein de la métropole de Lille? Merci. Donc, je vais vous parler de la principale action qui est en cours depuis quelques années à la MEL en matière de réemploi de ce qu'on appelle les biens ménagers, donc des objets de consommation courante. Et comment voilà, la MEL travaille pour faire en sorte que ces objets qui ne sont plus d'usage pour leurs propriétaires initiaux soient récupérés et trouvent une seconde vie. Tout d'abord, je voudrais rappeler que la MEL est loin d'être le seul acteur en matière de réemploi des biens ménagers sur son territoire. Donc, ça a été rappelé, sur le territoire de la MEL, il y a une très longue tradition de réemploi à travers les braderies. On pense en particulier à la braderie de Lille, celle de Waterloo aussi également. Les communes sont très actives avec diverses initiatives. On a tout un tissu d'associations caritatives, de structures ESS et aussi en fait des acteurs du marché des biens de seconde main qu'on connaît tous, comme les brocanteurs, les antiquaires, etc. Je voudrais signaler à ce propos que la MEL a fait en 2023 un travail de recensement des acteurs de la seconde main, donc, ce qui nous a amené en fait à produire un annuaire voilà, qui est disponible si ça vous intéresse. Donc, il y a plus de 130 adresses d'acteurs du réemploi, donc des points de vente pour l'essentiel, classés par commune et classés par typologie d'objets. Donc, n'hésitez pas à vous servir si vous le souhaitez. Donc, quelle est la place de la MEL en fait au sein de tout ce tissu d'acteurs? Notre particularité en tant qu'institution MEL, c'est qu'on a accès, grâce à notre compétence de gestion des déchets, on a accès à des gisements assez significatifs de déchets qu'on peut justement empêcher de partir à la poubelle ou dans les bennes pour les détourner vers le réemploi. Et donc, un de ces gisements qu'on exploite depuis quelques années, c'est ce que les habitants apportent en déchetterie. Et donc, la MEL sur son territoire a 13 déchetteries et chacune de ces déchetteries est dotée d'un local réemploi. Voilà. Et donc, dans ce local, qui fait à peu près une vingtaine de mètres carrés à chaque fois, les habitants peuvent venir déposer des objets en bon état dont ils ne se servent plus. Et alors, une fois que les objets sont déposés au local réemploi, ils sont pris en charge par deux prestataires de la MEL, donc, qui sont des structures ESS, donc, qui emploient des personnes en insertion. Et donc, ces structures, donc, qui sont... Alors, on aurait pu projeter la diapo, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est le grenier, qui dépend du groupe Vitamine T, et Triselec, qui gère un magasin qui s'appelle Restore. Et donc, nos deux prestataires acheminent les objets dans 4 ressourceries. Et donc, les objets sont nettoyés, remis en état et revendus à tout petit prix dans ces 4 ressourceries. Et voilà, donc on est sur une logique. Vous avez effectivement quelques images. Donc, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est l'image d'un des locaux réemploi en déchetterie, avec une des personnes donc, qui en évacue le chargement. Et là, vous avez 2 photos des ressourceries de nos partenaires ESS qui gèrent ces locaux réemploi. Donc, Restore qui a son magasin à l'usine de Roubaix, au 2e étage, avec voilà, des objets très qualitatifs. Et Le Grenier, qui lui a 3 magasins. Donc là, on voit une vue
de la ressourcerie Le Grenier à Marquilly, qui est un gigantesque entrepôt où l'on trouve à peu près tout ce qu'il nous faut pour la maison, donc à des prix défiant toute concurrence. Et Le Grenier a aussi un magasin à Seclin, un autre à Bondu et un projet d'ouverture d'un nouveau site sur le territoire. Donc en matière de quantité, donc quand l'action a démarré en 2014, on était sur 200 tonnes à peu près d'objets détournés vers ce type de ressourcerie. Aujourd'hui, en 2023, on est passé à 1200 tonnes. Et effectivement, il y a l'objectif d'aller encore bien au-delà pour ce qui est des ressourceries, en captant au moins 1500 tonnes d'objets à l'horizon 2030. Voilà pour ce qui est en cours aujourd'hui. Je pourrais vous expliquer un petit peu plus tard comment on envisage d'aller plus loin dans une logique de massification. Parce qu'effectivement, on est sur des 1000 tonnes, ça reste encore plutôt modeste. Mais voilà, notre programme local de réduction des déchets est plus ambitieux. Merci beaucoup Agnès. Je vous écoutais et je me disais que tout cela nous fait évoluer aussi la notion même de déchets progressivement à travers vos actions vers de la création de valeur, mais c'est aussi la notion même de déchets qui évolue en fait à travers ces actions, il me semble. Effectivement, là, c'est l'illustration de ce qui était dit tout à l'heure. C'est vraiment sortir de la linéarité. Et c'est, donc, voilà. En fait, il y a beaucoup de questions à se poser lorsqu'on consomme. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter du neuf? Lorsqu'on doit se séparer d'un objet pour X raisons, est-ce qu'il est nécessaire de le jeter? Non, pas forcément. Est-ce qu'il peut servir à d'autres personnes, à des proches, à des voisins? Et effectivement, si on n'a pas d'autre choix que de s'inscrire dans une logique d'aller jeter, puis finalement, il y a des tas de circonstances dans la vie où, je pense à, par exemple, lorsqu'on vit d'une maison suite à un déménagement en urgence ou un décès, on n'a pas forcément le temps d'aller explorer son cercle de voisinage pour voir qui peut récupérer quoi. Et donc, lorsqu'on a un passage obligatoire en déchetterie, où on doit se débarrasser rapidement du contenu de toute une maison, donc ça offre là l'opportunité de faire un tri entre ce qui est réellement hors d'usage et ce qui est réemployable. Effectivement, les déchets des uns sont les ressources des autres. Et l'aspect solidarité, c'est aussi ce que la MEL cherche à défendre à travers cette action, puisqu'on a un double aspect de solidarité, d'une part avec ces personnes en insertion qui travaillent dans les ressourceries de nos partenaires, donc qui sont des personnes qui ont eu un parcours de vie un peu compliqué et qui remettent le pied dans l'univers du travail grâce à ces emplois d'insertion. Et puis solidarité aussi vis-à-vis de toute une frange de la population qui n'a pas les moyens de s'équiper, qui n'a pas le budget suffisant pour aller s'acheter du neuf dans des enseignes réputées. Je pense en particulier au public étudiant. Voilà, donc, et puis à tous ceux qui ont des revenus modestes et qui trouvent là l'occasion de s'équiper avec des objets de qualité à très petit prix. Donc oui, ça effectivement, ça re-questionne cette notion de qu'est-ce qu'un déchet? Un déchet, pour moi, est une ressource pour quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Alors pour poursuivre, on va peut-être écouter maintenant de nouveau Richard. Si Richard, tu peux nous dire Oui. comment est-ce qu'on avance et on progresse à la ville de Lille sur ces outils aussi que vous commencez à mettre en place dans le cadre de vos actions. Déjà, juste pour rebondir sur ce qui vient de dire, ça serait d'éviter même le statut de déchet, en fait. D'essayer de faire en sorte que ce qu'on ramène ne passe pas par la case déchets, parce que là, c'est très difficile du coup de faire sortir quelque chose qui est rentré et qui a été estampillé déchet. Donc l'idée, c'est de pouvoir même l'utiliser avant même qu'il soit qualifié comme un déchet. On va changer un petit peu d'échelle, même si on est sur l'échelle de la ville de Lille, donc une échelle plus petite par rapport à l'échelle métropolitaine, mais sur un autre aspect, puisque là, Agnès a parlé des déchets ménagers assimilés.
Le zoom là sur ce deuxième tour de questions et ce que je suis justement aujourd'hui, c'est sur la question des déchets produits par les travaux publics et le bâtiment. En donnant un chiffre comme ça très, très, très fort, c'est qu'à l'échelle même de la France, c'est 80 tonnes par minute de déchets qui sont générés par le BTP, puisqu'on est à plus de 200 millions de tonnes par an en matière de déchets du BTP. Donc là, il y a un gisement très, 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 très fort. Et en plus, on peut imaginer aussi toute la logistique qui accompagne justement le transport de ces pondéreux. Donc, par rapport à la priorité 2 que je n'ai pas développée tout à l'heure et que donc on développe ici, c'est celle qui donc permet de favoriser l'économie circulaire dans le renouvellement de la ville. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a écrit la feuille de route en 2022, quelque chose qui était aussi très fort et où on a mis l'accent, c'est qu'on a co-construit la feuille de route avec les acteurs du territoire, que ce soit sur les différentes priorités et notamment sur la priorité 2, où on s'est appuyé sur les acteurs qui étaient déjà présents et qui étaient déjà, on va dire, sensibilisés sur ces sujets-là, puisque à la ville de Lille, on a ce qu'on appelle le pacte bas carbone, qui est un pacte qui a été signé par plus de 100 signataires, architectes, bureaux d'études, promoteurs, bailleurs, aménageurs, pour pouvoir introduire un certain nombre de priorités et d'actions pour la promotion immobilière, dont justement la question de l'économie circulaire et des matériaux biosourcés dans la production immobilière. Donc on avait déjà un public sensibilisé sur ces sujets-là et on s'est appuyé aussi sur eux pour pouvoir produire la feuille de route et comme on l'a pu le faire aussi sur les autres priorités. Sur la question, donc justement, sur ce BTP, pour aller plus loin dans cette salle de questions, on est justement à devoir à la fois, et on l'a dit tout à l'heure, identifier et mobiliser les acteurs du BTP qui peuvent agir en matière d'aménagement et de construction et de rénovation, qui sont en capacité de capter des matériaux, de pouvoir les traiter, de pouvoir les valoriser et pour pouvoir les réinjecter dans l'économie. Et ça, c'est un travail qui a été notamment fait avec la chaire Reconverte pour en partie identifier ces acteurs qui sont présents sur le territoire et évidemment à l'échelle de la métropole, puisque le travail aussi de pouvoir avoir un annuaire des acteurs qui interviennent sur les territoires est très important. Et on voit aussi que forcément, on ne va pas pouvoir avoir une seule plateforme métropolitaine, où il faudra travailler sur un maillage de ces plateformes sur l'ensemble de la ville. Donc, des villes. Donc ça, c'est réseau d'acteurs. Premièrement, les mobiliser, donc avoir une sorte de toile industrielle sur la connaissance même de ces acteurs qui puissent agir sur cette économie circulaire. Le deuxième élément qui est important aussi, c'est de pouvoir identifier les gisements de matériaux en tant que tels, puisque en fait, l'idée, c'est de pouvoir montrer qu'il y a des matériaux qui sont présents sur notre territoire. On a parlé tout à l'heure de la notion de métabolisme urbain, où parfois on fait appel à des matériaux qui viennent de très loin, à l'extérieur de la métropole. Là, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur déjà les gisements qui sont sous nos yeux et sous nos pieds. Donc là, il y a un gros travail qui a été fait avec une autre chaire qui est présente sur le territoire métropolitain, qui est la chaire Reconverte, qui est pilotée par l'INT. Et donc, on a travaillé sur la possibilité de identifier par typologie de construction, 1930, qui est une maison qui est présente sur notre territoire, mais aussi les grands ensembles, les bâtiments tertiaires, de pouvoir identifier par toutes ces typologies de bâtiments quel matériau peut être potentiellement un gisement. Donc, en gros, le tonne de briques, le tonne de bois, de carrelage qui sont possiblement générés si on réhabilite une maison ou un immeuble, ce qui a permis d'avoir une vision prospective de ce que peut générer notre territoire en matière de gisement de matériaux. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et puis évidemment, il faut qu'on travaille aussi sur l'éco-conception, accompagner, associer, donc très en amont, travailler sur de l'éco-conception, donc travailler aussi avec les architectes, les urbanistes, les paysagistes qui sont aujourd'hui formés pour pouvoir avoir ce changement de paradigme et aussi appliquer ces éléments-là dans la construction nouvelle ou la réhabilitation de l'existant. Puisque, comme dit Sylvain Grisot, 80% des villes de 2050 sont déjà présentes sur nos territoires. Et la puissance publique, finalement, pour accompagner ça,
elle peut travailler à la fois sur l'identification de foncier, pour pouvoir justement à la fois avoir des plateformes éphémères et des plateformes plus pérennes. Dans le sens où, au-delà de cette ressource matérielle qu'on vient d'évoquer là ensemble, qui peuvent produire nos villes et refaire la ville sur elle-même en poussant le curseur jusqu'au bout, on a aussi cette notion de ressources temporelles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une parcelle peut devenir en friche et avant qu'elle absorbe un nouveau projet, elle peut potentiellement, dans une notion d'urbanisme transitoire, accueillir potentiellement une plateforme plutôt transitoire, éphémère, qui permet d'être mobilisé au regard d'un projet juste à côté, d'un chantier juste à côté, pour pouvoir justement mobiliser ce foncier, pour pouvoir stocker, puisqu'on sait que dans l'économie circulaire, c'est l'adéquation entre la demande et l'offre, et donc de pouvoir potentiellement stocker à un moment donné certains de nos matériaux avant qu'ils soient réutilisés. Donc il y a cette notion de ressources temporelles aussi qui peut rentrer dans la notion d'économie circulaire. Et pour des plateformes plus pérennes, donc évidemment, il y a un accompagnement qui se fait dans la planification urbaine en lien avec les compétences métropolitaines pour pouvoir identifier sur notre territoire des fonciers disponibles qui pourraient être mobilisés pour digérer finalement cette nouvelle façon de travailler sur les matériaux. Et là, sur le territoire de l'île, on a, en lien avec la MEL, mais également en lien avec les voies navigables de France et Port de l'Île, comme l'a dit Julien tout à l'heure, on a lancé l'étude pour avoir sur le port de l'île, puisque là, on a encore un foncier qui est potentiellement disponible au regard de la pression foncière qu'on peut avoir sur un territoire très contraint comme le territoire de la ville de Lille, une plateforme qui sera à la fois une plateforme de tri, de réemploi et de matériaux neufs, qui permet en fait d'approvisionner la ville et de pouvoir évacuer des matériaux tout en utilisant la massification et la voie d'eau. Donc là, on a un travail qui est lancé aujourd'hui et comme l'expliquait Agnès, mais appliqué par exemple au BTP, on pourrait avoir un village du tri, évidemment, en s'appuyant sur la filière REP qui est opérationnelle depuis le 1er janvier pour pouvoir avoir le tri au 7 flux, le dangereux. Mais là, capter des matériaux qui potentiellement ne sont pas jetables mais qui peuvent être réparés pour pouvoir les réparer et les réinjecter dans une halle du réemploi qui serait aussi présente sur le territoire, au-delà du fait qu'on a aussi besoin de matériaux neufs, évidemment, mais cette fois-ci peut-être sur des circuits courts et qui pourraient être approvisionnés par la voie d'eau. Et comme l'a expliqué Julien tout à l'heure, il y a aussi cette notion sociale, et donc ça serait un village qui serait ouvert à la fois aux professionnels, artisans, mais également aux citoyens et aux habitants, puisqu'il y a cette notion d'avoir alors, le mot, c'est déchetterie inversée. Agnès l'a un peu expliqué par rapport au fait qu'on peut déposer quelque chose et recapter quelque chose qui ne sera pas jeté. Mais là, l'idée, c'est plutôt une halle au troc où on peut, par exemple, on a acheté une plaque de placo, on n'en utilise que la moitié. On vient ramener cette demi-plaque de placo et on pourrait potentiellement repartir avec un demi-pot de peinture d'une autre personne qui l'aurait laissé puisqu'il n'aurait utilisé que la moitié du pot de peinture. Donc ainsi, d'avoir aussi une dimension sociale pour pouvoir avoir concilié, comme l'a dit Julien tout à l'heure, environnement et social sur ces questions-là. Donc ça, c'est un travail qui est aujourd'hui mené avec, comme l'a expliqué aussi Madame Ledoux, un amont, un aval sur l'approvisionnement massifié ou l'évacuation massifiée par la voie d'eau et après une logistique beaucoup plus fine par des petites boucles à travers la ville. Mais je pense que ça sera par rapport à la troisième question que tu vas évoquer tout à l'heure, Marc. Merci beaucoup, Richard. Alors, la déchetterie inversée me fait beaucoup cogiter pour que j'essaye d'imaginer ce que ça représente concrètement. Mais je trouve que déjà, à travers vos deux interventions, Agnès et Richard, on voit pointer ces enjeux d'articulation entre une approche territoriale à l'échelle de la MEL, à l'échelle de la ville de Lille, et puis évidemment ces enjeux de localisation. Est-ce que ces questions des échelles, voilà, ça serait intéressant d'avoir votre avis, Vincent, sur ces enjeux des échelles, et puis aussi sur ces premiers cas concrets d'engagement un peu de ces projets autour de l'économie circulaire. Quel est un peu votre regard par rapport à ces projets? Quel est d'autres peut-être exemples que vous avez pu repérer? Quel est un peu votre positionnement par rapport à ce que vous avez pu écouter dans les deux interventions localisées? Merci. C'est toujours des questions compliquées, mais je vais essayer de répondre au mieux.
Sur les questions des échelles, oui, c'est intéressant effectivement d'avoir l'exemple de l'articulation entre la métropole et le niveau en dessous de la ville. Donc nous, on avait eu l'expérience, donc comme je dis, on a travaillé sur la région Île-de-France récemment, mais un peu plus il y a quelques années aussi. Et puis là, il y a 2 ans, on a travaillé pour la métropole du Grand Paris, donc qui est encore une échelle autre, puisque ça agrège plusieurs intercommunalités qui s'appellent établissements publics territoriaux. Donc il y a une espèce de niveau. Il y a la ville, EPT et métropole. Et puis la métropole est très proche de la région parce qu'elle reprend un peu plus la moitié des habitants de la région de France. Donc il y avait vraiment cette question qui se posait. Et ce qui était intéressant, c'était que la métropole, en plus du Grand Paris, est nouvelle. Et donc il y avait vraiment cette question de qu'est-ce qu'on fait, en quoi on est légitime aussi, quelle est notre place, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus ou de mieux par rapport aux autres collectivités. Et par rapport à des collectivités comme Paris, où c'est pas si évident de se placer. Donc, c'était une question qui s'était posée, par exemple. Et ce qu'ils avaient apporté, donc nous, on avait contribué à apporter des éléments d'études, de connaissances qui étaient sur l'ensemble de la métropole et puis qu'on avait redécliné, donc ce qui s'appelle EPT, un établissement public territorial. Donc, c'est 12 EPT. On avait apporté des données sur chacune de ces territoires intermédiaires. Ce qui permettait donc certains étaient déjà très avancés. Il y a l'exemple de Plaine Commune, dont on parle beaucoup, ou Ouest Ensemble. Donc, c'est un peu les territoires du nord de la métropole qui avait pris ces questions un peu plus en amont, je pense, avec des situations un peu similaires peut-être au territoire de l'île, avec beaucoup de projets de renouvellement urbain, des questions sociales avec des populations pas toutes favorisées de loin. Et donc, voilà, il y avait des réflexions qui étaient menées déjà. Donc, elle était plutôt en avance et d'autres étaient moins en avance. Donc, il y avait au moins cet intérêt d'apporter des données qui pouvaient servir aux autres également. Euh, et, et, et puis de favoriser des retours d'expérience. En gros, ils ne voulaient pas se placer en imposition de quoi que ce soit, c'était plutôt un facilitateur. Quoi. Comment la métropole permet des échanges entre collectivités et puis favorise beaucoup les échanges entre acteurs économiques qui interviennent plus ou moins sur toute la métropole. Donc, c'était le gros de leur action, enfin de ma compréhension que j'en ai aujourd'hui, c'est ça. C'est beaucoup d'ateliers, d'ateliers qui regroupent des professionnels et qui permettent de faire diffuser les idées, les retours d'expérience, les questions sur l'ensemble du territoire. C'est un exemple un peu intermédiaire. Ce qui est compliqué en France, c'est donc pour faire un autre recul. Donc effectivement, on a la chance d'être dans un projet de recherche européen, dans un cadre d'un financement qui s'appelle JPI Urban Europe. Et donc c'est un projet qui s'appelle CREATE et on est avec des chercheurs en Suède et aux Pays-Bas et avec une collectivité Göteborg en Suède et Nijmegen aux Pays-Bas. Et donc, ça permet de comparer. Et puis en France, c'est Rennes Métropole qui est le territoire d'expérimentation. Et donc, ça permet de comparer aussi les situations différentes. Et pas mal de points communs aussi, mais ce qui ressort, qui était assez différent, par exemple, c'était la question du cadre national réglementaire. En gros, sur quoi une collectivité peut s'appuyer de façon intangible, parce que c'est réglementaire, et ça fait des points d'appui plus faciles, plus évidents et plutôt rigides, on va dire, quoi. Donc en bien ou en mal, hein, mais au moins ça fait des références claires. Et donc c'était le cas aux Pays-Bas, notamment, qui a une politique économie circulaire nationale qui est assez structurée, on peut dire, et qui fait que la collectivité a moins ces questions de définition à se poser qu'une collectivité en France. Donc on a l'exemple avec Rennes Métropole, pour qui on a également réalisé un travail d'étude de métabolisme sur les questions de matériaux. Et donc c'était vraiment tout en amont de leur politique, enfin de leur stratégie, un peu plus au sens large. Et il y avait vraiment toutes ces questions pour la métropole de Rennes de qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire pour nous, et quelles sont les grandes priorités qu'on va définir et comment on se réfère des définitions de l'ADEME à d'autres définitions de la région Bretagne, etc., etc. Et donc, c'était un gros effort pour elle et on voit les autres exemples dans d'autres collectivités en France. Et je pense que c'était le cas aussi ici il y a quelques années peut-être. Donc, ce n'était pas le cas aux Pays-Bas et c'était beaucoup plus clair aux Pays-Bas. Il y a des objectifs très stricts et qui sont très liés à des questions climatiques. Donc, la question d'économie circulaire, elle est assez peu indépendante. Elle est vraiment intégrée à des questions d'objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Et c'est le cas aussi en Suède pour la collectivité de Göteborg dans ce projet européen, où là, c'est directement pareil. Ils ont un objectif qui est formulé directement en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça passe par du réemploi de matériaux, etc. etc.
Donc voilà, donc on voit les exemples. Et ce qui est effectivement compliqué en France, donc après c'est intéressant, hein, c'est une limite, mais c'est un inconvénient. Je pense que ça apporte une forme de liberté pour les collectivités aussi, et c'est une richesse aussi. C'est stimulant d'être sur des sujets nouveaux qui ne sont pas complètement balisés par la réglementation. Mais effectivement, ce qui est la difficulté en France, c'est que les questions de déchets ménagers sont du ressort des communes ou des intercommunalités. Mais tout ce qui est déchets d'activité, on est à l'échelle régionale. Donc c'est le plan régional de prévention et gestion des déchets. Il n'y a pas de politique, en tout cas de responsabilité réglementaire pour les communes sur ces déchets-là. Et effectivement, comme ça a été déjà dit, c'est les 3/4, voire un peu plus des déchets, c'est des déchets d'activité, notamment les déchets de chantier. Et ça, c'est la responsabilité des régions. Mais effectivement, comment on passe de la région avec un plan régional jusqu'à l'échelle d'une intercommunalité, c'est une vraie difficulté. Et pareil, quand on pense aux ressources de façon plus large, les plans pour les carrières, donc tous les minéraux, notamment pour le BTP, donc on sort du sable, du gravier, c'est tout ce qui fait le béton, tout ce qui font là aussi les enrobés bitumineux qu'on utilise dans les villes. Donc ça, c'est des granulats et c'est le gros, hein, c'est plus de la moitié des matières qu'on consomme, enfin à peu près la moitié, on va dire. Et donc ça, cette planification également, elle est au niveau régional et ce n'est pas la région, c'est les préfectures, c'est les DREAL qui sont en charge de ça. Et pareil pour l'aménagement forestier. Donc il y a des plans, mais qui sont régionaux et qui sont pas sur. Donc on voit aussi la question de l'échelle à la fois spatiale et puis les acteurs. Et donc ça, c'était assez visible aussi en Île-de-France parce que pour le coup, ils sont obligés, et ils le font, mais c'est plutôt nouveau quand même pour eux de comment ils arrivent à se parler, tous ces acteurs, et comment ils arrivent à travailler ensemble pour ne pas se marcher dessus, pour faire des choses cohérentes, pour être efficaces en même temps. Voilà. Je pense que c'est ça qui est compliqué. Et après, quand on remonte encore pour finir toutes ces questions d'échelle, donc moi j'avais eu l'occasion de faire un petit travail de revue de ces questions de freins et leviers, qu'est-ce qui bloque quand on veut utiliser des matériaux de réemploi, de recyclage, et pareil pour les matériaux locaux, qu'est-ce qui fait que ça peut être compliqué. Et une bonne partie de ce qui bloque vient de questions locales, etc., des acteurs de chantier, ça on en parle beaucoup, mais ça vient aussi et surtout de questions réglementaires, et comme ça a été dit tout à l'heure aussi, de questions d'assurance. Donc ça, c'est directement l'État français. Mais au-delà de l'État français, les grands principes et les grands éléments de loi proviennent de l'Union européenne et des réglementations européennes et des principes de libre-échange. Donc on ne peut pas imposer dans un marché public, par exemple, d'avoir un fournisseur local. C'est interdit dans un marché public d'avoir un critère, en tout cas de formuler directement comme ça, de je veux que le matériau vienne de telle distance, c'est pas possible. On peut le faire en biaisant un peu, mais c'est pas, on ne peut pas le faire directement en tout cas. Donc ça, c'est directement des déclinaisons de politiques européennes qui visent à la circulation des marchandises et les offres les plus ouvertes possibles et pas limitées. Donc voilà, quand on remonte vraiment ces échelles, on en arrive là et c'est le gros parce que c'est pas une ville ne va pas pouvoir agir sur ces freins-là. Elle doit se débrouiller avec et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci beaucoup, Vincent. Si, et vous avez même ouvert notre dernier sujet qui est celui des freins. Voilà, on pensait aussi les marges de progression aussi par rapport à toutes ces premières actions, ces expérimentations. Comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle? Quels sont effectivement il peut y avoir aussi des freins, il peut y avoir aussi des leviers. Et donc, c'est aussi ce sur quoi on peut peut-être maintenant achever notre dernier échange. Quels sont les besoins? Quels sont aussi, je ne sais pas, il y a peut-être des choses que l'on ne sait pas aussi. Il y a peut-être des messages que vous avez à faire passer aussi à la recherche dans vos territoires respectifs. Et oui, il y a ce passage à l'échelle, comment il s'organise? Est-ce que vous y avez réfléchi de vos côtés respectifs ou comment est-ce que vous voyez un peu les choses progresser et qu'est-ce qu'on ne sait pas et qu'est-ce qu'on pourrait mieux savoir ou qu'est-ce qu'on pourrait se dépasser comme frein, comme vous l'avez mentionné, Vincent. Je ne sais pas si, Agnès, est-ce que vous voulez peut-être réagir par rapport à ça? Merci. Alors, pour ce qui concerne les freins et les leviers, donc, nous avons au niveau de la MEL la chance effectivement d'avoir réfléchi à travers l'écriture de notre fameux plan local de prévention des déchets, qui est quand même tout récent, donc qui a permis donc comme je le disais, de poser des sujets prioritaires et de poser des ambitions. Voilà, des ambitions qui doivent être confrontées à la réalité des moyens des collectivités. C'est sûr qu'on peut avoir des ambitions
nos ambitions auraient pu aller beaucoup plus loin, mais ça nécessite que les collectivités mobilisent des moyens adéquats. Donc, avec l'équipe en place aujourd'hui à la MEL, on a pu dimensionner en fait un certain nombre d'actions qui sont un progrès dans cette logique de massification. Alors là, je prends toujours l'exemple du réemploi des biens ménagers, donc des biens de consommation courante. Donc, pour aller plus loin et pour massifier, le souhait de la MEL, c'est, au-delà des déchetteries dont je vous ai parlé, c'est d'aller chercher d'autres gisements qui aujourd'hui ne sont pas exploités, donc en matière de récupération de biens de consommation. Donc, je vous ai parlé de nos 13 déchetteries fixes, mais on a aussi des déchetteries mobiles où aujourd'hui il y a très peu de collecte pour le réemploi. Donc là, c'est un axe de progrès à vraiment investiguer. Comme vous le savez, la MEL a changé aussi son système de collecte des encombrants. Alors autrefois, on déposait tout, à cette époque bénie, on déposait tout devant chez soi. Et il y avait des pratiques de réemploi complètement informelles et très, très spontanées. Mais bon, c'est un système qui posait quand même un certain nombre de problèmes en termes de propreté urbaine et puis de valorisation de tout ce qui restait, enfin, tout ce qui n'était pas récupéré informellement. Concrètement, c'était récupéré par des bennes tasseuses, broyé et envoyé voilà, au mieux à l'incinération. Alors que bon, aujourd'hui, voilà, on a un nouveau système de collecte des encombrants en fait, qui demande à tout un chacun de prendre un rendez-vous avec un opérateur. Et donc, voilà, la collecte des encombrants se fait sur rendez-vous. Mais il se trouve qu'aujourd'hui encore, les objets qui sont récupérés avec ce système ne font pas l'objet de réemploi. Voilà, ça permet peut-être une meilleure valorisation matière des objets, mais on n'a pas encore de réemploi avec ce système, alors qu'avant, il y en avait beaucoup de façon très informelle. Alors voilà, notre programme local de prévention des déchets ambitionne de remettre en place en fait une collecte préservante des encombrants en bon état, voilà, pour les réorienter vers nos circuits de réemploi et éviter qu'ils ne soient détruits. Donc ça, c'est un gisement supplémentaire à aller explorer et qui, pour le coup, peut être assez massif, hein, puisqu'on est sur du mobilier. Voilà, donc des choses plutôt volumineuses et pondéreuses. On a parlé des braderies. Alors, la MEL a des prestataires qui, chaque fois qu'une braderie se termine, viennent récupérer tout ce qui a été abandonné sur place. Et là aussi, il peut y avoir des objets en bon état qui sont abandonnés et qui pour autant ne sont pas récupérés pour le réemploi. Donc, autre axe d'action, c'est dans les fins de braderie, expérimenter en fait une collecte spécifique à part des objets en bon état pour les remettre dans les circuits du réemploi. Autre gisement assez significatif, ce serait le mobilier des collectivités locales. Hein, donc voilà, à la MEL, on est les premiers concernés. Donc notre mobilier réformé part en fait dans le groupe Vitamine T. Là, il se retrouve chez notre prestataire Le Grenier. Mais voilà, on a eu récemment la ville de Roubaix qui nous a informé qu'elle réformait un stock important de mobilier. Donc, on a tenté de mobiliser un de nos prestataires réemploi pour aller le collecter. Mais là aussi, il y a des questions juridiques qui se posent avec le mobilier des collectivités, c'est-à-dire que la collectivité n'a pas le droit de céder gratuitement à un tiers des objets en bon état. Enfin, c'est compliqué. Donc voilà, on a un obstacle juridique à franchir, mais on sent qu'on a un gisement qui est aussi très prometteur pour peu qu'on y arrive. Et pourquoi pas envisager une sorte de... Ça, c'était une idée lilloise, hein, donc une sorte de bourse du mobilier des collectivités.
Voilà, la MEL pourrait aussi organiser en partenariat avec les communes des collectes événementielles, par exemple à l'approche de Noël. Donc voilà, il s'agirait donc d'organiser, de mobiliser nos habitants pour qu'ils viennent déposer par exemple des jouets qui puissent ensuite être revendus pour alimenter à nouveau des circuits solidaires. Mais on peut imaginer d'autres exemples de collecte à proposer aux habitants pour le réemploi en lien avec certains événements comme la semaine du développement durable, la semaine européenne de réduction des déchets, etc. Donc voilà tout ce à quoi on peut penser en termes de diversification du gisement. Et ce que propose notre plan de réduction des déchets également, c'est de mettre en place une plateforme logistique pour le réemploi des biens de consommation, donc qui permettrait de centraliser en fait tous ces gisements divers et variés qu'on viendrait récupérer, de les réacheminer dans un lieu unique et que, une fois centralisé, ce gisement puisse être redispatché vers une plus grande variété de structures de l'économie sociale et solidaire, puisqu'aujourd'hui, la MEL est en partenariat, donc, comme je l'évoquais, avec 2 structures. Mais bon, on a des dizaines et des dizaines d'associations caritatives, de structures ESS qui sont potentiellement intéressées par ces gisements. Donc, on a un potentiel donc, non seulement de diversification des gisements, mais aussi de diversification des structures partenaires pour écouler des quantités toujours croissantes. Donc là, l'ambition de notre plan, c'est d'arriver, en cumulant tous ces gisements, à au moins 9000 tonnes de biens de consommation récupérés par an et réinjectés dans les circuits. Voilà. Et donc, parallèlement à cette plateforme logistique, nous voudrions compléter l'offre de lieux grand public dédiés au réemploi en créant donc un nouveau lieu qui pourrait être par exemple couplé à cette plateforme logistique, donc qui serait un nouveau lieu où on pourrait vendre des objets du réemploi, mais aussi pratiquer d'autres formes de réemploi comme le don, l'échange, la location, l'emprunt. Voilà, il y a le réemploi, c'est pas seulement la vente, il y a beaucoup de choses qui peuvent être imaginées. Donc voilà, nous travaillons actuellement à un projet d'expérimentation de cette plateforme logistique et d'un nouveau lieu grand public associé. Et notre plan local de prévention des déchets explore aussi la filière textile. Alors là, il s'agirait de déployer davantage sur le territoire des bornes où les habitants pourraient venir développer déposer leurs textiles usagés, donc leurs vêtements. En fait, il y a vraiment un potentiel d'augmentation de la récupération des vêtements en bon état pour les réinjecter donc dans nos circuits. Et il y a l'objectif finalement de multiplier par 2 et même un peu plus le nombre de bornes textiles qui sont présentes dans les communes ou dans les déchetteries. Et nous prévoyons aussi dans notre programme d'action un volet dédié à la réparation avec un soutien au Repair Café du territoire de la Melle, en partenariat avec l'AMRES, donc, qui est la maison régionale de l'environnement et des solidarités, qui joue déjà un rôle d'animation du réseau des Repair Café. Et donc, à partir de cette année, voilà, la MEL va aussi se mobiliser pour apporter sa contribution au soutien de ces structures. Donc, création, développement, pérennisation de ces Repair Cafés qui fonctionnent avec du bénévolat et qui ont souvent besoin de moyens complémentaires. Merci beaucoup Agnès. Alors, vous avez employé 2 termes qui, à la fois, vont nous permettre de poursuivre sur la deuxième table ronde, le textile, et puis celui de plateforme. Richard, sur la ville de Oui, Lille, est-ce que c'est aussi un terme qui parle et qui transforme le territoire? oui, ça parle évidemment. Je voulais juste dire aussi par rapport à cette notion, comme on parle aussi de frein et de levier, il faut savoir qu'il faut pouvoir communiquer en fait et faire connaître.
puisque par exemple, il y a eu une étude qui avait été faite par le réseau francilien des acteurs du réemploi qui montrait qu'en fait, pour 10 000 tonnes de déchets traités, c'est un seul emploi lorsque c'est un centre d'enfouissement, c'est 3 emplois lorsque c'est un centre d'incinération, donc où on ne fait pas évidemment du tri et de l'économie circulaire, et c'est 850 emplois dans les filières locales et locales de réemploi et de revalorisation. Donc il y a aussi cette notion-là aussi, c'est une puissance aussi par rapport à l'économie, par rapport à l'emploi local qui est super important. Dans ces notions-là de levier et de frein, j'ai toutes mes petites notes sur place, donc je vais essayer d'être assez concis. Il y a évidemment comme frein, il y a aussi, on l'a évoqué tout à l'heure avec Vincent, c'est la question réglementaire, la question de l'acceptabilité aussi de réutiliser ces matériaux-là par rapport à un public qui n'est pas forcément connaisseur, parce qu'on a toujours dire que le réemploi c'est de plus mauvaise qualité alors que ce n'est pas vrai. Il y a tout ce qui est aussi l'assurabilité et la garantie par rapport à la massification, parce que à un moment donné, lorsque on est sur quelques petits objets comme ça, par-ci, par-là, ça va encore, mais lorsqu'on doit commencer à être confronté à la garantie décennale de certains bâtiments, alors logiquement, au niveau des assureurs, on a déjà commencé à faire ce travail-là à la ville de Lille, tout peut être assuré. Donc, il faut aussi travailler avec les assureurs pour pouvoir y arriver. Mais comme l'a dit tout à l'heure Madame Ledoux, ça veut dire qu'il faut aussi qu'un promoteur qui va devoir gérer sur le temps long la gestion de son bâtiment, que la robinetterie à chaque étage soit différente, que les sanitaires soient différents à chaque étage, que parfois la serrurerie soit aussi différente. Donc, il faut pouvoir aussi travailler sur la gestion globale en fait d'un projet. Donc faire connaître la question de l'assurabilité, la garantie, le fait aussi de pouvoir partager et co-construire. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec le pacte bas carbone, c'est que la dimension justement économie circulaire dans le bâtiment, la promotion immobilière, on l'a co-construit avec les acteurs du terrain qui le vivent tous les jours. Donc on a aussi des choses qui sont crantées et qui sont raisonnables pour pouvoir les atteindre, les objectifs, et comme ça monter en puissance et monter aussi sur une coopération tous ensemble. On a aussi cette notion par rapport à l'écho ce qui avait été dit justement en introduction sur les 2 angles morts, sur la question donc des ressources. On l'a évoqué tout à l'heure, la connaissance des ressources qu'on a sous nos yeux ou sous nos pieds, la question qu'on a aussi de la ressource temporelle, qui est aussi quelque chose de très intéressant. Comment on introduit dans l'urbanisme transitoire l'économie circulaire, parce que voilà, l'urbanisme transitoire aujourd'hui, c'est un peu l'urbanisme palette, mais ça peut être aussi des fonctions très économiques qu'on peut utiliser et faire vivre une parcelle dans sa durée de vie, la friche, pour pouvoir introduire des zones de stockage. Il y a aussi la question qu'on travaille sur cette plateforme que j'ai évoquée lors du 2e tour de questions. Ça, c'est la plateforme définitive qu'on crée sur le port. D'ici là, et on va expérimenter dès le mois de mai ici, en lien aussi avec la métropole et avec Malika, un village éphémère du réemploi avec la chaire Reconverte, avec des acteurs locaux pour pouvoir aussi regarder comment les artisans ou les habitants peuvent s'emparer de cette notion de réemploi avec un accompagnement de questionnaires pour pouvoir aussi regarder le prix qui serait admissible pour pouvoir acheter quelque chose en matière de réemploi par rapport à du neuf. Donc ça, c'est quelque chose de très concret. C'est au mois de mai de cette année, fin mai, dans le port, de pouvoir expérimenter ce village éphémère du réemploi. Et forcément, pour pouvoir des leviers et ouvrir, on l'évoquait aussi en introduction, la question de l'enjeu de la mobilité et de la logistique. Donc, on a parlé de plateforme, on a parlé de stockage, et on a, nous, à la ville de Lille, plusieurs programmes C2E, donc certificat d'économie d'énergie, qu'on vient adosser sur la notion d'économie circulaire, et notamment pour pouvoir accompagner aussi les artisans et les commerçants qui pourraient
s'approvisionner au village du réemploi par aussi une mobilité décarbonée qui pourrait s'y associer pour justement, parfois, souvent, les artisans ont leur propre camionnette qui fonctionne au diesel. Et donc, comment on pourrait aussi accompagner par une logistique dédiée au BTP pour justement désencombrer un peu la ville, mais tout en gardant son attractivité pour que les commerçants et les artisans puissent intervenir dans la ville. Et aussi, et pour terminer, on a, par rapport à la recherche, tu l'évoquais Marc tout à l'heure, alors là j'ai parlé beaucoup BTP, mais Marc, tu le sais, on le travaille ensemble, on travaille pour la ville de Lille au niveau avec nos étudiants sur une toile alimentaire pour pouvoir développer aussi cette connaissance fine du maillage de notre territoire en matière de l'alimentation de la ville en matière de matières premières alimentaires, mais aussi les déchets qui sont générés, comment on vient les traiter, et comment le déchet de l'un peut devenir la ressource de l'autre, et aussi toute la logistique qui est associée. Donc forcément, il nous faut toujours amener ce regard un peu décalé ou avec des yeux nouveaux sur notre territoire pour nous aider aussi à nous accompagner sur cette évolution-là de nos politiques et aussi une approche auprès de nos habitants. Et pour terminer sur la partie aussi recherche et aussi toujours la prospective qu'on a dans nos réflexions, on a aujourd'hui inscrit le village des matériaux et plus globalement cette notion d'économie circulaire autour du BTP dans une candidature qu'on a déposée dans un projet européen Horizon Europe avec justement des Suédois, avec Kuhlenborg en matière de symbiose industrielle et territoriale, avec des partenaires européens portugais pour pouvoir justement proposer un hub autour de la circularité des matériaux sur le territoire de l'île Roubaix, donc en lien avec la MEL, mais aussi la cale sur l'Anse-Liévin, pour pouvoir en fait avoir un consortium français qui travaille sur ces sujets-là et avoir en fait une symbiose industrielle et territoriale autour de ces éléments. Et la ville, voilà, cette fois-ci, le tout dernier point, là on parlait de matériothèque ouvert aux artisans, ouvert aux habitants, mais sur la ville elle-même, on travaille sur une matériothèque communale pour pouvoir aussi décloisonner les choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, que le pot de peinture qui a servi pour peindre une simèse au Palais des Beaux-Arts, qui a été faite avec sans solvant parce que c'est un ERP, potentiellement, ce feu de pompe peinture pourrait servir à repeindre un couloir d'une école pendant l'été pour pouvoir justement ne pas avoir ces produits qui sont à jeter parce qu'on ne les a pas utilisés ou les feux de peinture qu'on n'a pas utilisés. Un exemple. Et on travaille aussi avec les collègues de la culture sur une matériothèque culturelle, c'est-à-dire à un moment donné, comment aussi tout ce qui est simèse, décor de théâtre, d'opéra, peut avoir une matériothèque aussi de matériaux qui soient réutilisables ou réemployables. Et là, on fait le lien aussi avec la métropole, puisqu'avec les autres équipements comme le LAM, comme la piscine de Roubaix, on aurait là quelque chose de très intéressant aussi à développer sur l'aspect culturel en matière d'économie circulaire. Merci Richard. Alors Vincent, j'ai l'impression qu'après tout ce qu'on a entendu, on n'en a pas fini avec ces besoins de connaissance des territoires. Je ne sais pas quel est le regard un peu vous portez aussi par rapport à ça, par rapport à ces marges de progression. Est-ce que la plateforme est un outil clé en main? Est-ce qu'il faut aller chercher des modèles un peu clés en main comme ça, reproductibles, ou au contraire faire un plus du cas par cas ou de manière adaptée suivant les territoires? Suivant aussi là votre expérience un peu plus large, hors territoire lillois. Et surtout aussi en termes de connaissances, est-ce que là, il n'y a pas encore de très gros besoins encore qui restent ouverts pour les collectivités et pour la recherche aussi? Oui, merci. Alors, sur la question de la connaissance, pour commencer, donc c'est très nouveau, hein, tout ça, il faut le rappeler, ça peut sembler évident quand on parle comme ça, mais les premières études qui visaient à comprendre, enfin, connaître et comprendre ce que consomme une ville et ce qu'elle produit comme déchets, autre que déchets ménagers en France. Donc, comme je disais, ça a 20 ans à peu près, et ça devient un peu commun, on va dire, depuis 5 ans, on peut dire à peu près, quoi. Donc, nous, on a commencé à peu près au début où il y avait des appels d'offres
en dehors de cadres strictement recherche, où il y avait une activité d'étude qui a émergé et qui visait avec des commandes publiques de villes qui souhaitaient voilà, faire une étude de métabolisme. Donc c'est très, 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 très nouveau, donc c'est important de le rappeler. Ceci dit, les choses vont très vite aussi, donc ça fait que c'est possible aujourd'hui. On sort un peu de cadre strict de recherche, on est capable d'intervenir dans un cadre un peu similaire à ce qui se fait pour des plans climat ou plans déchets. Voilà. Donc c'est possible, c'est ça qui est intéressant. Et dans un cadre assez contraint en termes de temps, on peut s'adapter, ça peut être plus ou moins ambitieux, etc. etc. Après, effectivement, la difficulté qu'on a et qui reste encore des questions de recherche, c'est il y a plusieurs questions. Il y a des questions qui restent compliquées à utiliser et à utiliser, mais on peut dire tout simplement. Donc, il y a notamment toujours cette question d'origine, donc des marchandises, par exemple. Et donc, on a la chance en France d'avoir des données, des statistiques sur le transport de marchandises. Donc, on devrait avoir cette réponse-là, mais c'est basé sur des enquêtes qui sont très, très, très limitées en termes d'échantillons et qui agrège beaucoup de catégories de matières. Donc, on voit plein de choses, mais de façon très, très floue. Et on a du mal à regarder finement au niveau d'une commune. Ça devient très, très imprécis. Donc, il y a toujours ce travail d'arriver à mieux utiliser les données disponibles, et ce qui est loin d'être évident. Parce que, voilà. Et puis après, une fois qu'on a produit les données, il y a la question de comment on arrive à construire un discours qui soit utile pour les collectivités et les décideurs en général. Et tourner aussi vers la population. C'est un des gros enjeux que je trouve intéressant dans ce qu'on fait. Ce n'est pas de parler à des experts, c'est d'arriver à ce que chacun puisse comprendre ces choses-là. Donc, il y a tout ce... Et donc, c'est la difficulté qu'on a à partir de données qui sont complexes. Et puis, on mobilise des données, des dizaines de sources différentes selon le type de déchets, le type de matière, le type d'échelle, etc., etc. Et donc, c'est comment on restitue quelque chose qui soit compréhensible et en même temps qui restitue aussi le fait qu'on a une part d'incertitude qui n'est pas négligeable. Et si on dit c'est 10 kilotonnes, mais c'est plus ou moins 5 kilotonnes, voilà, on est toujours très prudent dans ce qu'on communique aussi pour pas que les gens prennent le chiffre tel quel. Il faut arriver à faire aussi avoir dans le discours quelque chose qui part de l'incertitude et en même temps ça ne plaît pas du tout aux politiques en général parce que déjà que c'est compliqué, mais si en plus on rajoute la couche marge d'erreur, ça peut devenir très, 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 très compliqué. Donc, c'est la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que effectivement, c'est beaucoup de données et comment on arrive à donc, les produire d'une part, mais aussi et peut-être surtout les diffuser, les partager et faire qu'elles soient vraiment support à des prises de décision. Pour moi, c'est un des gros enjeux qu'on a. Et puis après, il y a d'autres questions un peu plus annexes, pardon, mais qui sont importantes aussi. C'est que du coup, on fait un peu des études qui sont parallèles à d'autres études qui sont menées notamment pour les plans climat. Et donc, il y a un peu des expertises aujourd'hui qui se parlent assez peu. Et je pense que c'est un gros enjeu dans un peu cette future génération de stratégies d'économie circulaire, c'est comment vraiment elles vont mieux intégrer, alors dans un sens ou dans l'autre, en tout cas comment la jonction va se faire de façon plus poussée entre les objectifs climatiques et des objectifs qui sont aujourd'hui plus liés à des questions soit de déchets, soit de développement économique ou les deux, quoi. Donc, dans la question des politiques, mais dans la question des études aussi et des méthodes, du coup, ça implique de comment on arrive à se parler, comment on arrive mieux à parler à des diagnostics qui sont faits en termes d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Première question. Et la deuxième, pardon, c'était... Ah oui, c'est ça, pardon. Ouais, merci. Et alors oui, pour cette question c'était le petit élément que je voulais apporter aussi. C'est effectivement, il y a la question de la massification, il y a la question de comment l'économie circulaire passe d'expérimentation à des choses plus systématiques. Et c'est loin d'être évident. Je pense qu'un des risques qu'on a pu voir, alors moins sur ce qui s'appelle économie circulaire en tant que telle, parce que l'économie circulaire, c'est très nouveau, encore une fois, mais un peu les questions qui venaient un tout petit peu avant, c'était écologie industrielle. Hein. Et donc, dans les écologies industrielles, la question des synergies interentreprises. Et il y a eu des expérimentations en France qui ont été des échecs, et c'est important d'apprendre aussi, qui voulaient reprendre des modèles qui venaient notamment du Danemark,
et avec l'idée que ce qui avait fonctionné dans un territoire particulier pouvait fonctionner partout, tant qu'en gros, on avait des grosses industries et il n'y avait pas de raison qu'elles ne veuillent pas discuter entre elles et mettre en place des échanges et que ce soit bénéfique pour tout le monde, etc. etc. Et c'est loin d'être évident. Et donc, ça a souvent pas marché. Et donc, c'est le discours que nous, on a donc dans ces études qu'on mène, par exemple, pour Saint-Omer ou Béthune, il y a cet objectif-là de la part des collectivités. Et directement, pour elle, souvent la question vient des données, comment on connaît mieux les activités des entreprises, et ça va permettre de mettre en place ces solutions, et comme si avec de l'information, on pouvait identifier les échanges qui allaient être les plus efficaces. Et je pense qu'il faut le prendre autrement. Ce n'est pas tant la question de l'information dans ces cas-là qui doit venir en avant, c'est la question des relations qu'instaurent les entreprises entre elles, par l'intermédiaire de la collectivité ou pas. Je pense que la collectivité, on peut s'en passer, et les entreprises savent s'en passer très bien dans certains cas. Ce n'est pas indispensable, et tant mieux. Mais il y a vraiment cette question de culture, de relations entre les entreprises, et comment il y a une question de confiance qui fait que les entreprises vont être à même de diffuser une information qu'elles pourraient considérer comme étant trop confidentielle, trop risquée, et comment elles arrivent à se parler entre elles et rechercher ensuite des solutions une fois que ce cadre de confiance est mis. Et donc là, je pense que c'est pas la question de la donnée en tant que telle qui doit venir en premier, c'est comment ces entreprises arrivent à discuter et dans un cadre le plus serein, confiant possible. Donc la collectivité a bien sûr un rôle, et donc dans les projets sur lesquels on intervient, nous, c'est elle qui a l'initiative et qui essaie de redynamiser des choses qui existent déjà, ou parfois de recréer, mais souvent les entreprises se parlent, elles se connaissent, mais peut-être pas sur ces sujets exactement, etc. etc. Et c'est loin d'être évident. La difficulté pour les entreprises, c'est vraiment la question du temps, pour le coup. Et c'est pratiquement impossible pour la plupart des entreprises de se projeter à 10 ans. C'est beaucoup trop loin, alors que c'est plutôt ça l'horizon de collectivité. On est dans une planification qui est à 5, 10 ans, 4, 6, etc. Pour les entreprises, c'est beaucoup trop long. Et donc, c'est comment, avec des situations économiques qui ont été très perturbées en plus récemment, donc c'est vraiment comment les entreprises peuvent se projeter suffisamment et dans un cadre suffisamment confiant pour pouvoir investir et passer du temps, en considérant que peut-être elles vont perdre du temps si ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est la vraie difficulté. Et du coup, de mon point de vue, c'est ce qui doit primer, c'est vraiment le fait de favoriser cet échange-là. Et de cet échange-là vont émerger des solutions qui peuvent varier d'un territoire à l'autre. Et peut-être effectivement, parfois, il faudra une nouvelle plateforme, par exemple, mais peut-être que parfois, ça peut être une entreprise qui va reprendre directement, qui peut aider toutes les autres, ou etc. Ou parfois, on n'a pas besoin de quelque chose sur le territoire même, on peut trouver la solution à quelques kilomètres, et c'est très bien aussi. Donc je pense qu'effectivement, c'est loin d'être évident. Je pense que cette question des modèles, elle est stimulante parce que ça donne des inspirations, et en même temps, elle peut être un peu risquée parce que ça peut se faire dire qu'il suffit de refaire ce qui a pu être fait à côté et qu'on a la solution. Et voilà. Mais je pense que quand on voit par rapport à, comme je disais tout à l'heure, par rapport à d'autres pays comme les Pays-Bas et sur d'autres sujets aussi, je pense qu'il y a un moment, moi, que je trouve intéressant parce que c'est ouvert. Voilà. Je pense que c'est suffisamment ouvert. Le rôle des collectivités est assez souple, et je pense qu'il est encouragé aussi au niveau de l'État, le fait que les collectivités puissent se saisir aujourd'hui de choses qui ne sont pas directement dans leur champ de compétences, mais qui pourraient le devenir. Et donc voilà, je pense qu'on est... En gros, beaucoup de choses sont... Bon, je ne vais pas dire tout est possible, mais beaucoup de choses sont possibles, et c'est ça qui fait que c'est un sujet qui est intéressant aujourd'hui. Merci beaucoup, Vincent, et pour la précaution même méthodologique que vous rappeliez, parce qu'effectivement, ici, on est aussi assez fasciné par l'exemple, et il a de quoi être fascinant, l'exemple de l'écologie industrielle et territoriale mise en œuvre dans le port de Dunkerque. Et donc, nos univers ici métropolitains ne sont pas le site industriel-portuaire de Dunkerque. Je mentionne ici la référence à la toile industrielle qui nourrit beaucoup notre intérêt et nos travaux, mais en même temps qui effectivement ne peut pas être transposée telle qu'elle dans l'application, la mise en œuvre de nos politiques publiques. Je ne sais pas si nous pourrions disposer de quelques minutes pour laisser des questions possibles suite à ces échanges avec la salle. Formidable. Je ne sais pas s'il y a éventuellement dans la salle des personnes qui souhaitent réagir, vous poser des questions de précision par rapport à tout ce qui a été exposé
par nos 3 intervenants, intervenantes. Bonjour, Olivier Rio, j'ai plusieurs entreprises dans la construction et dans le démantèlement des amiantages. J'ai une première question. L'utilisation du réemploi dans les marchés publics, on le voit très peu, voire pas du tout. Est-ce que ce n'est pas un des premiers axes à utiliser sur les marchés d'entretien et maintenance que de valoriser le réemploi plutôt que d'en faire la promotion sans se l'appliquer soi-même? Ça, c'est la première question. La seconde question par rapport, alors qui n'est pas forcément liée aux collectivités, mais à l'aménagement, c'est que je m'étonne assez régulièrement de voir des ouvrages assez anciens dont les infrastructures sont encore en bon état, démolis pour en faire des neufs à la place. Parce que la plus grande gisement des déchets du BTP, plus de 80%, sont les inertes. Et on peut s'étonner sur une ville comme Lille, sur les dernières années, d'avoir vu démolir des ouvrages qui prenaient des milliers de mètres carrés de plancher, qu'on aurait pu réhabiliter, plutôt que de les démolir pour en faire des neufs. Alors, l'explication qui est donnée est à peu près toujours la même, c'est oui, mais avec les normes actuelles, on n'arrivera pas, donc c'est plus facile de faire du neuf que de s'emmerder à réhabiliter. Sauf qu'au final, c'est quand même cher payé des camions dans la ville qui promènent du béton, qu'on amène sur des plateformes pour recycler. Et je trouve que la question mérite d'être posée parce que on en a des exemples très, très, très crus là, sur l'île sur les dernières années, entre le bâtiment du Forum ou le siège de la MEL qui va être démoli. Ce sont quand même 2 sujets où il y a des milliers de mètres carrés de plancher qui partent en fumée, qui auraient peut-être pu être réhabilités autrement. Merci. Je ne sais pas qui souhaite, peut-être Richard, ou répondre à ces sujets qui interpellent directement la ville de Lille, ou Agnès, pardon. Ouais, Agnès, et puis je compléterai. Juste un mot pour la MEL. Là, je parle peut-être au nom de Malika, qui organise effectivement au sein de la MEL un groupe de travail sur quel projet d'aménagement de la MEL pourrait se prêter à des pratiques de réemploi des matériaux du BTP. Donc voilà où nous en sommes. Il y a cette démarche d'inventaire de projets possibles ou insérer des clauses de marché public qui permettraient donc d'autoriser le réemploi de matériaux de construction. Richard, je te laisse poursuivre. Oui, pour compléter, en fait, les exemples qui viennent d'être pris là, très concrets, il y avait le forum, donc ça, c'est un bâtiment du département. Et la MEL, c'est la MEL pour son siège. Il est vrai qu'on aurait un travail à faire sur ces sujets-là lorsqu'on a des grandes pièces urbaines, comme vous les avez citées, mais je permets de tempérer aussi sur le fait qu'à la ville de Lille, on a ce qu'on appelle le pacte bas carbone que j'ai évoqué avec vous tout à l'heure, qui a été donc signé par plus d'une 120 ou 130 aujourd'hui signataires. Et on a dans la priorité 2 du pacte bas carbone, la priorité sur l'économie circulaire et les matériaux bas carbone, avec un certain nombre d'objectifs: privilégier la rénovation à la démolition, mettre à profit la démolition lorsqu'elle est nécessaire, ça veut dire comment on vient atteindre des taux de valorisation assez importants en matière des déchets issus de cette déconstruction lorsqu'elle est nécessaire, et 2 autres objectifs qui sont privilégier l'utilisation de matériaux durables ou locaux, avec à chaque fois des exigences socles et des exigences avancées. Et par exemple, dans les exigences socles sur la partie privilégier l'utilisation de matériaux durables ou de réemploi, on a justement à devoir insérer à minima 3 matériaux de réemploi ou recyclés dans 2 familles de produits, et on peut aller jusqu'à 6 matériaux dans les exigences avancées. Donc en fait, il y a une opération qui se met en place. Après, c'est voilà, c'est le temps que les nouveaux projets aujourd'hui qui sont instruits dans les nouveaux permis de construire, on intègre ces éléments-là au fur et à mesure, mais on a fait un gros travail de sensibilisation sur la première moitié du mandat pour pouvoir justement enclencher des projets qui vont aller dans le sens que vous avez évoqué à l'instant. Mais il faut qu'on fasse aussi les plateformes qui permettent aussi aux opérateurs de pouvoir déposer des matériaux, en récupérer, mettre les acteurs en relation entre eux pour les grands comptes en tout cas et pour les grandes opérations. Il y a un travail qui est fait aujourd'hui justement avec à l'échelle de la MEL avec la plateforme de la Meta avec Velogia et les Mâches par exemple, et la plateforme qu'on a évoquée à l'instant qui serait dans le port, elle est aussi pour les réhabilitations dans le diffus,
pour les habitants, les petits propriétaires et les artisans qui interviennent. Merci. Donc, les choses semblent avancer et donc c'est plutôt positif, au moins un petit peu, et en tout cas, elles sont en progression. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou précisions, réactions par rapport à ce qui a pu être présenté. Merci beaucoup. Merci Richard, Agnès, Vincent pour vos interventions. Merci à vous.